Guillaume! Content de te voir. Moi aussi, comment ça va? Ça va dans les rénaux, ça va dans le développement de projets, puis de tuyaux gelés, puis tout ça. Mais hein, c'est des choses. C'est pour ça que je m'échappe dans un environnement neutre comme en ce moment. Je ne veux pas être dans la réalité. C'est ça, mon désir. T'as les deux pieds dans le bonheur en ce moment, à ce que j'entends là. Un bonheur gris, mais moi, ça me calme le gris. Ah, ben, hey. Vois-tu, moi, ça me prend un petit peu de couleur quand même. Ouais, ben là, c'est ça, là, t'es dans ton auto de course, là, carrément, t'es dans ta Formule 1. Dans ma Formule 1, à défaut d'avoir une Ferrari, j'ai acheté le banc. Bon. Hey, gros podcast aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps Ouais. et qui va nous parler de sujets dont on ne parle pas normalement, en fait, et qui sont presque interdits de parler. Mhm. Et moi, c'est ça que je trouve excitant. Parce que, veux pas, il y a des défis là, dans la vie. Et c'est sûr que parler de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'en est un. Puis on va faire, on va bien faire ça. On va tellement bien faire ça, là, écoute. Es-tu stressé? Je suis pas stressé, non, je suis curieux, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai bien hâte, moi aussi, j'ai hâte de partager de trucs sur les sujets X qu'on va vous partager dans quelques instants. Fait que Guillaume, on accueille-tu notre invité? On l'accueille. Vanessa Duchel, mesdames et messieurs. Allô! Allô, Vanessa. Vous allez bien? Ah oui, ça va bien. Puis on est tellement content de t'accueillir là. Puis Ah, mais moi tout, je suis contente d'être ici. J'adore le fait que vous ayez dit un gros podcast. Ah! qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ben, parce que c'est vrai, hein, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent quand on parle de grosses personnes. Je sais que c'était pas appliqué à ça, mais le mot gros, on en a peur. Fait que Ouais. Bon, on va l'utiliser aujourd'hui. Je pense qu'on est direct dans le sujet. Il a Ben été voilà. nommé directement. Mais tu sais, plus sérieusement, on va parler effectivement de poids. On va parler du corps. On va parler du défixé. On va essayer de comprendre des choses là-dedans. On va essayer d'en parler pour que ça soit pas seulement intéressant, mais que peut-être ça aide du monde qui écoute parce que, comme tu le sais, hein, on est dans un corps, puis là, c'est comme il y a des affaires que tu contrôles, puis des affaires que tu ne contrôles pas. Puis là, cette portion-là, ben, varie. Puis Alexandre, même chose, hein, Alexandre là, qui a un petit peu mal là, au corps ces temps-ci. Oui, je suis arthritique, moi, fait que je joue beaucoup. J'ai comme une maladie qui ne se voit pas à l'œil nu, mais je fais de l'arthrite ankylosante. Puis on va parler du lien justement entre le cerveau et le corps que j'ai réalisé à quel point il était puissant récemment. Puis il y a même des études qui démontrent le genre de cercle vicieux de dépression, anxiété, lorsqu'on tombe dans la douleur chronique. Et après ça, perte de confiance. Puis c'est en tout cas une grosse patente, fait qu'on en parlera en temps et lieu. Puis moi, je suggère quand même, Vanessa, qu'on reparte un petit peu de la base. Ouais. J'aimerais ça savoir un petit peu d'où tu viens, tout ça. Tu sais, il y a une partie quand même avec les invités que je trouve importante. C'est comme, bon, là, oui, on va parler de ça, mais je veux dire, en général, tu viens d'où? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais ça dans la vie? Fait que j'aimerais ça si on pouvait repartir d'où tu viens comme petite fille. D'où je viens comme petite fille? Ben, en fait, je suis une petite fille de la mixité. Je ne sais pas si ça se dit mixité, mais mon père est noir, ma mère est blanche. Donc, je suis métisse. Puis, ben, j'ai grandi pas dans les arts du tout. En fait, mes parents avaient une compagnie d'entretien commercial. Mon père avait une compagnie d'entretien commercial. Fait que j'ai fait du ménage dans des banques jusqu'à mes 20 ans. OK. Puis, c'est ça, mais mon père est très mélomane, donc on écoutait beaucoup de musique, fait que je faisais mes shows à la maison, tout le temps, je voulais tout le temps l'attention, je voulais vraiment le spotlight, là, jusqu'à ce que, bizarrement, je fasse de la scène. C'est quand j'ai commencé à faire de la scène que là, je voulais moins être... mais je veux quand même faire ça, mais je voulais moins l'attention que quand je ne l'avais pas. OK. Puis, ben c'est ça, je sais pas où est-ce que je suis en fait encore dans ma vie. Je veux tout faire, tu sais, j'ai toujours été attirée par... je voulais faire de l'humour quand j'étais jeune. En fait, ma mère voulait que je fasse de l'humour quand j'étais jeune. Après, je voulais être comédienne. Après, je voulais être chanteuse. Après, je voulais être danseuse. Je sais pas quelle est ma plus grande force encore aujourd'hui à 32 ans, mais Ah ouais, hein? ouais, je sais pas. On dirait que j'écoute le monde.
parce que je ne sais pas trop où est-ce que je vais m'en aller. Puis ça a toujours été. J'ai toujours eu des doutes sur ce que je voulais faire. Mais bref, c'est ça. Je me suis jamais super bien entendue avec mes parents, mais on est proches, là, mais vraiment super proches. Mais on a de la difficulté à se comprendre. Encore aujourd'hui, ni que mon frère non plus. Je suis comme l'alien un peu de la maison. OK. Puis, mais on s'aime, c'est ça l'affaire qui est bizarre, c'est qu'on s'aime, genre, je vivrais dans la rue pour les sauver, là, s'il y avait quoi que ce soit. Je ferais tout pour eux autres, puis vice-versa, mais on a de la misère. Fait que je pense que ça, c'est sûr que ça m'a causé... j'ai pas encore suivi de thérapie, mais je m'en vais là, commencer à m'en suivre. OK. Puis c'est ça, en fait. Fait que là, aujourd'hui, j'essaie de faire du contenu qui a de l'allure, puis qui est en ligne avec mes valeurs, puis j'essaie de faire de plus en plus de musique parce que je pense que c'est l'avenue qu'il faut que je prenne pour le moment. C'est ce que je ressens. Fait que... Avec la voix que tu as... c'est gentil, Alex. Merci. Moi, j'ai jamais entendu, moi. Ah, tu manques de quoi, Guillaume? Hein? Ben, écoute, on va régler ça aujourd'hui, comme on dit. Tu as une voix de feu, là. Fait Ah que, ouais, hein? C'est gentil. C'est Ah, gentil. c'est Tu bon. sais, des fois, c'est pas parce que, tu sais, je sais pas, c'est pas parce que t'es bon en chant qu'il faut que tu deviennes chanteuse, tu sais. Hier, j'ai retrouvé mon album de finissant en plus, puis tout le monde, tous les mots, c'est comme, t'es drôle puis tu chantes bien. C'est les deux affaires que j'avais dans tous mes mots. Puis j'étais comme, tout le monde me disait, tu vas devenir une grande chanteuse. Puis là, j'étais là, ouais, mais est-ce que je voulais ça, tu sais? Puis encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que je veux ça? On dirait que je ne veux pas être chanteuse toute seule, tu sais, une lead toute seule. On dirait que je vais avoir comme, un peu comme Bruno Mars, avoir mes acolytes avec moi parce que je ne veux pas assumer ça toute seule, tu sais. Mesdames et messieurs, Vanessa Duchel, ça me gêne, tu sais. Fait que, mais j'étais pas comme ça quand j'étais jeune, tu sais. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment, tassez-vous tout le monde, c'est moi le show, puis je suis meilleure que toi, puis toi, puis toi. Puis aujourd'hui, je suis comme, ils l'ont mérité, ils sont tellement meilleurs que moi. J'ai perdu beaucoup de confiance, tout le monde, parce que l'anxiété a grimpé avec les années. Quand Alex, des fois, parle de son anxiété, ça me fait vraiment penser à moi. T'es-tu un petit poisson, toi, Alex? C'est ça. OK, c'est ascendant balance. Moi, ascendant cancer, mais quand même. On est très dans l'émotivité, mais je pense que ça n'a pas rapport, mais l'anxiété m'a beaucoup corrigé avec les années. Des fois, on a des petits, j'imagine que toi aussi, on a des petites remontées de confiance en soi, mais ça retombe assez vite. Mais c'est quoi que tu as comme feeling, Vanessa, quand tu parles d'anxiété? Tu le ressens-tu physiquement? Ah, ben oui, moi, je fais des crises de panique là, depuis que j'ai 5 ans, là, des grosses crises de panique. Pendant 3 mois, là, j'avais des limites, de l'arythmie, là, parce que j'avais vécu quelque chose de vraiment stressant, ben c'est dans ma famille. Puis ben c'est ça. Fait que là, t'es comme, mon Dieu. Puis là, des fois, tu t'es même pas stressé, puis ça t'arrive, là. Fait que, ben, t'es tout le temps stressé, en fait, mais c'est juste que tu le remarques plus tellement t'es habitué d'être stressé. Hein. Puis c'est ça. Sinon, j'avais des étourdissements des fois, mais tu sais, t'as beau consulter, puis c'est vraiment juste le stress puis l'anxiété. Puis, mais toi, Alex, je pense, si je me trompe pas, que tu consultes énormément. Moi, je suis plus mollo là-dessus. J'ai plus peur des médecins. J'y vais juste quand je me sens pas bien. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que je sais pas ce que j'en suis. Ça se peut que vous allez devoir m'aider à me retrouver quand je parle. C'est facile de te suivre. Si tu savais, comment sonnent certains clients des fois, comme ça, c'est vraiment du sport, rapatrier toute l'information. Non, ça, c'est facile, ça, là. Mais ça, des fois, je te regarde, Guillaume, puis tu as vraiment comme un air détaché, mais dans le fond, tu assimiles tout, tu écoutes tout. Ouais. Et après, tu es comme ma blonde, tu es capable de faire un wrap-up de tout. On dirait, tu le moment, tu es comme crime, il m'écoute-tu? Es-tu conscient de ce que je lui dis? On dirait que tu es en train de jouer à un jeu sur Internet pendant qu'il est. C'est ça. Il résume en 1 minute, 1 heure au complet, tu fais comme c'est un Jedi. Exact. Mais ma blonde est exactement comme toi, Guillaume. Sur le coup, t'es comme, c'est sûr que je veux te faire sentir que je t'écoute, par exemple. Fait que là, peut-être que c'est parce que ma cam est un petit peu plus haute. Non, mais je sais que tu m'écoutes. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si la highline joue. Non, mais je sais que tu m'écoutes. Il n'y a pas de stress, là, je sais. C'est juste que ton air, tu sais, t'es pas dans... Ben, je suis concentré. Ben, c'est le fun. Je me sens quand même choyée de pouvoir discuter de ça avec toi. Ben, avec vous. Je suis content parce que, tu sais, c'est des sujets qui m'intéressent. Ben, je veux dire qui m'intéressent.
La psychologie, ça m'intéresse. Tu sais, la condition humaine, ça m'intéresse. Comprendre des choses qui sont un peu floues. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses floues qui se passent à l'intérieur de nous autres. Puis, c'est comme, si tu n'as pas plus de grip ou d'explication, qu'est-ce que tu fais? Fait que tu gosses, tu t'essaies des choses. Puis, mais c'est parce que le problème, c'est qu'on essaie des choses, mais si tu n'as pas confiance que c'est la bonne chose, tu essaies des choses au fur et à mesure que tu doutes. Donc, c'est comme, c'est facile perdre de l'énergie. Ah ouais. Ah mon Dieu, oui. C'est Oh pas my facile. God. Puis moi, c'est ce qui me touche le plus des humains qui ont plein de potentiel, mais plein d'affaires un peu qui traînent, un peu désordonnées. Fait que c'est comme, Ouais. c'est dur actualiser, je dirais, son potentiel, ce que tu veux faire, être fier de toi, avec du doute qui roule en parallèle. C'est très Mais compliqué. c'est ça, puis tu sais, vois-tu, c'est que je pense que pour essayer plein de choses, parce qu'à quelque part, j'ai confiance que je suis capable de les faire, ces choses-là, mais quand j'y arrive, je doute tellement que que je perds ma confiance. Fait que tu sais, je sais que je serais capable d'avoir, mettons, un podcast à moi toute seule. Je sais que je serais Ouais, capable de le faire. Sauf ouais. qu'une fois que je suis rendue à le faire, je suis comme, ah ben pourquoi les gens m'écouteraient, c'est bizarre, mais je sais au fond de moi que je suis capable. Je serais capable d'être solo, une artiste solo, puis de faire des shows, mais on dirait que je ne l'assumerais pas. Je serais capable de faire plein de choses. Tu sais, écrire un livre, au début, tu sais, j'ai écrit un livre, puis j'étais comme, pourquoi moi j'écrirais un livre? Pourquoi on me demande d'écrire un livre? Mais dans ma tête, je savais que j'étais capable, mais pendant que Ouais. je l'écrivais, j'étais là, ben non, ça ne marchera pas, les gens n'aimeront pas mon livre, qui va lire ça? Fait que tu sais, fait que finalement, tu finis par quasiment botcher ce que tu fais parce que tu arrêtes de te Tu ne faire crois confiance plus. pendant, exactement. Ouais. Mais avant, tu y crois jusqu'à temps que tu sois dedans, tu sais. Mais c'est weird parce que j'ai ouvert tellement de portes dans ma vie, j'ai fait tellement de choses que j'aurais pu juste concentrer mon énergie sur le chant. Puis aujourd'hui, peut-être que j'aurais une carrière là-dedans. Là, à la place de ça, je maîtrise rien, mais je suis capable de faire tout. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est mieux, tu sais. Tu sais, pour moi, ce genre de discussion-là, ça résume. Puis, tu sais, je pense que c'est ta force. Hein? Tu es une fille qui est très extravertie, qui est capable de mettre des mots sur des choses. Tu es très généreuse, tu es très transparente. Ça, c'est un des sous-traits de personnalité. Là, moi, je suis très, très, très fort sur la personnalité parce que il y a 5 traits, puis les 5 traits sont tellement puissants, c'est tellement fort ce que c'est capable de prédire. On est tellement rendu loin dans nos connaissances sur la psychologie qu'il y a des traits que c'est sûr que c'est corrélé à tel genre de comportement. C'est sûr, sûr. Ouais. Tu sais. Ah ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans ton cas, je soupçonne là, que ton extraversion est très élevée. Puis, dans l'extraversion, tu as 2 sous-échelles. Une des sous-échelles, c'est l'affirmation personnelle, être capable de dire les choses straight, directement dans ta face. Puis l'autre, c'est l'enthousiasme, qui est le fait de ressentir des émotions positives puis de les communiquer. Fait que je pense que tu as les deux. Tu es capable de dire des affaires, tu es capable d'avoir du fun, tu es capable de le dire quand tu as du fun. Fait que c'est ça. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu es capable de parler. Fait que ça nous enrichit tellement de contenu. Puis ça rend ça intéressant, en tout cas pour moi, là. Mais on dirait que je suis capable de parler, ouais, mais quand vient. Ben ça, c'est récent que je suis capable de le dire, mais quand vient. Écoute, j'ai comme la tuque un peu croche. Mais en tout cas, j'ai la tuque croche, j'ai le bonnet douteux. Corrige ta tuque! Mais ouais, mais j'ai l'impression que quand vient le moment d'être vulnérable, par contre, c'est là que je me bloque. Je suis capable de dire, je me sens comme ça. Mais après ça, quand c'est en surface, j'ai les émotions, mais je peux pas les vivre, tu sais. Alors ça, tu vois, c'est un autre trait de personnalité qui fait ça, qui n'est pas l'extraversion. C'est le neuroticisme qui se charge des émotions négatives. Puis dans une des sous-échelles du neuroticisme, une des sous-échelles, c'est le retrait. Donc, c'est tout ce qui feed le fait de douter de soi, le fait qu'on se regarde aller, puis on doute, puis on s'auto-analyse, puis on se dit « Ah non, je ne peux pas dire ça. Ça ne me tente pas d'aller là. Ça, je ne veux pas le dévoiler. » Ça, c'est un autre trait qui fait ça. Fait que quand tu as des traits qui se battent ensemble, tu as plein de bouts à l'intérieur des humains qui ne tirent pas dans le même sens du tout. Fait que là, c'est comme on est dans le milieu de tout ça pour essayer de rapailler un peu tous nos petits canards, puis ils vont pas tous dans le même bord. Quand on est là-dedans, Guillaume, là, justement, de ne pas vouloir tomber dans la vulnérabilité, ou y a-t-il un lien à faire? Moi, j'essaie souvent de beaucoup rationaliser mes émotions. Pourquoi je file de même? Pourquoi j'ai ça? Y a-t-il un lien à faire entre les deux? Ou... Ben là, tu parles de stratégie, parce que c'est comme quand tu as des émotions, là, tout le monde a sa personnalité. OK? Puis là, c'est comme bon, là, je deal avec ça aujourd'hui. Ben là, il faut prendre une décision qui est bonne. Fait il faut faire un comportement. Mais là, c'est lequel le bon comportement?
Fait que là, avant de faire le bon comportement, ça prend une analyse. Fait que si ta rationalisation, ça fait partie de ton analyse de la situation qui te permet de dire non, non, regarde, ça, on va mettre ça de côté, ça, j'exagère, ça, je vais être capable de l'endurer, ça, c'est bon pour moi, OK, je prends telle décision. Si ça mène à l'action, je te dirais c'est bon. Mais pour Ouais. rebondir sur ce qu'Alex a dit, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Non, non, vas-y. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, toi, en lien avec ton anxiété et tes crises de panique? Moi, j'ai commencé à rationaliser les choses parce que je voulais désamorcer mes moments de panique, tu sais. Mettons un exemple, j'ai essayé de me faire... mais c'est pas vraiment un exemple. En tout cas, j'ai essayé de me faire hypnotiser par Mesmer, puis dans le cadre d'un show de télé. Puis là, ça marchait pas parce que j'étais trop en train de dire, là, Vanessa, tu vas perdre le contrôle, tu vas voir ça. Fait que je rationalisais tellement ce qui se passait que je me suis pas laissée aller, fait que j'ai pas été capable d'être hypnotisée, tu sais. Fait que j'ai tendance à me ramener tout le temps, puis à dire, regarde, là, Vanessa, tu n'as pas une crise cardiaque, là, tu fais une crise de panique. Vanessa, tu n'as pas de tumeur au cerveau, tu as juste mal à la tête. Vanessa, non. Fait que, tu sais, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu développes avec le temps de rationaliser tout ce que tu vis pour éviter d'avoir des crises d'anxiété ou des pics d'anxiété, en fait. C'est d'essayer d'avoir le contrôle. Puis là, je me dis avec Exact. mon arthrite, parce qu'en ce moment, je parle le contrôle sur mon corps. Puis là, tu vois, je me suis levé, j'avais pas d'anxiété. Puis là, c'est venu que, là, mon dos a barré. Mais là, c'est pas de l'arthrite, c'est de l'anxiété. Puis j'essaie de me rationaliser de même, mais c'est tellement tough. Puis c'est de voir aussi d'où ça part, tu sais. Fait que c'est la même chose que toi, oui. D'essayer de voir comment, d'où ça vient. Ça t'apporte des mots physiques, c'est justement, tu y penses, tu veux pas avoir justement telle affaire, puis là, finalement, tu vas le développer parce que tu focuses tellement là-dessus, tu sais. Puis ça, c'est ça. Ça gâche ma vie au quotidien, vraiment. Le lien entre le cerveau, comme on a dit au début, Guillaume, le Ouais. lien entre le cerveau et le corps, à quel point qu'on le sous-estime. Ah ouais, Ben, c'est parce que ça va des deux bords. C'est ça qui est compliqué. Parce que tu dis, OK, je veux prendre action. Mais tu prends l'action sur ce qu'on appelle le top-down, sur le cerveau qui envoie des signaux, ou sur le bottom-up, c'est-à-dire les signaux de base corporels qui envoient des feedbacks au cerveau. Fait mettons, en psychologie, on va essayer d'analyser, est-ce que c'est un processus qui est plus top-down, donc ça part de la tête, donc ton intervention est plus de la tête, si tu veux, psychologique, ou c'est bottom-up, mettons, ça part, mettons, du corps. Bon. Mais la réalité, c'est que malheureusement, c'est qu'il y a une partie qui est top-down, puis une partie qui est bottom-up. Puis là, elle peut varier dépendamment des individus, ça peut varier des phases, ça peut partir d'un bottom-up, puis après ça, tu as ton top-down, puis là, ça déclenche quelque chose d'autre, puis là, c'est ton top-down qui gagne. C'est vraiment compliqué. C'est ben oui. une interaction qui est complexe. Exemple, comme quand je disais justement que des fois, ça m'arrive très rarement d'avoir mal à la tête, mais quand j'ai mal à la tête, là, je vais penser que j'ai une tumeur au cerveau, puis là, ça va exagérer mon mal de tête. Ou quand quelqu'un va me dire, tu sais, dernièrement, quelqu'un qui m'a dit j'ai eu un cancer à l'utérus, non. Puis là, j'ai fait oh my God, j'ai tellement eu peur, j'ai commencé à avoir mal au ventre pendant genre 2 heures, j'avais mal au ventre à cause de ça, tu sais. Fait que je sais que ça venait pas de mon corps, ça venait de ma tête, mais l'inverse aussi est possible quand j'ai mal à la tête, admettons, tu sais. Puis ça, depuis que je suis petite, là, depuis que je suis toute petite, j'ai mal à la tête, puis je suis comme, j'ai un cancer du cerveau. La mère me dit, ben il me semble que ça fait 30 ans que tu as un cancer du cerveau, Vanessa, tu serais morte, là, tu sais. Puis je suis comme, ouais, mais quand même, on sait jamais, tu sais, des fois, quand tu vis dans le déni. Ouais. Ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me réveille, moi, en les faisant. Je suis raqué aujourd'hui, je suis encore dans mon arthrite parce que ma médication me fait peur. Puis là, j'ai trop pris de médication, puis je ne peux pas continuer à prendre ça de Vinam Aeternam. Fait que là, je suis comme tout le temps la loupe sur ma colonne vertébrale. Je suis correct. Ah non, Ouais. là, je ne vis pas le moment présent. Tu consultes-tu? Oui, mais ma psy est comme. T'es un cas vraiment. Elle m'a dit, faudrait peut-être que tu parles à ton rhumatologue qui te prescrit un psychologue qui s'y connaît plus en douleur chronique parce que c'est une autre paire de manches. Est-ce que tu penses que ça, tu te l'es créé? Parce que, tu sais, quand on est stressé vraiment, tu sais, on produit vraiment beaucoup d'acidité, notre corps réagit à tout ça. Est-ce que tu penses que ton arthrite est peut-être une conséquence de tout ce stress-là? Puis... Non, c'est vraiment dans les gènes, mais ça reste que j'ai jamais autant perdu le contrôle de mon corps comme ça. Là. C'est que je dors pas, fait que c'est toute la récupération qui. C'est un asti de cercle vicieux, là, tu sais, fait que, bref, il y a un beau lien, Guillaume, tu l'as bien, là, je suis vraiment dans le top-down, top-down. Je suis en plein là-dedans. Je t'arrête pas.
Quand là, c'est parce que, mettons, là, quand tu fais une intervention, que ce soit un psychologue ou même un médecin, on essaie de trouver c'est quoi la variable qui va le plus affecter ta condition ou les symptômes qu'on veut comprendre. OK? Fait que là, il faut trouver pas toutes les variables, juste les plus importantes, puis là, on cible l'intervention sur ça. OK? Mais des fois, quand tu en as plusieurs grosses qui reboundent un petit peu, là, les professionnels de la santé, c'est comme, mais c'est dur. Là. Parce que là, c'est comme, OK, ben regarde, je vais te prescrire une affaire pour ça, je vais te prescrire de la physiothérapie pour ça, tu vas méditer pour ça. Puis là, tu te retrouves, puis l'intention est bonne. On essaie de juste faire de l'ordre dans des multisymptômes qui interagissent ensemble. Puis là, on essaie de. Mais là, tu as un plan d'intervention de 25 pages. Un plan d'intervention de 25 pages, ça veut dire que ta vie n'est que cette gestion-là multimodale de ta condition. Ouais. OK? Fait moi, ce que je pense, puis c'est ce qui est démontré, c'est quand ça devient trop multifactoriel, il faut comprendre que tu as un effet d'entraînement de brouillard, tu comprends, d'effervescence, parce qu'un stimule l'autre affaire, qui stimule l'autre affaire, puis là, tu as ton cerveau qui se met là-dedans, puis tu dis, mais c'est parce que j'ai pas assez fait mon intervention de ça, oui, mais puis là, tu traînes ça mentalement. C'est épouvantable. C'est un feu de forêt, ça rase tout. Quand on s'aperçoit que le système devient trop instable, il faut se rendre compte que là, il y a trop d'anxiété là-dedans. Ça, c'est un des facteurs importants. L'anxiété, ça déclenche toutes sortes d'affaires, comme les ruminations, le doute de soi, les idées récurrentes, les obsessions. Tout ça, là, ce qui fuel, c'est de l'anxiété. Il faut comprendre le système sur lequel il faut intervenir, c'est de l'anxiété. Mais là, tu dis, oui, mais j'ai de l'anxiété sur tout. Qu'est-ce que tu fais? Moi, ma recommandation, c'est de... Puis là, je veux, attention, là, pour tous ceux qui écoutent, tout ça, mon but, c'est pas vous donner un truc magique puis banaliser ça. J'essaie juste de donner un second point de vue complémentaire à ce qu'on discute là. Hein, OK? Ce n'est pas une prescription, ce n'est pas un traitement. J'essaie juste d'expliquer l'impact de quand tu as beaucoup de problèmes qui interagissent ensemble, c'est de l'anxiété. Puis à un moment donné, tu ne peux pas prendre chaque affaire, de faire une intervention sur chacun, tu finiras plus. OK? Donc, ce qu'il faut considérer, c'est dire, en général, c'est l'anxiété qui alimente tout ça, mais ça ne veut pas dire que l'anxiété a créé des problèmes imaginaires. Il faut faire attention à ça. Ah, mais c'est juste de l'anxiété. C'est comme, il y a de l'anxiété, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à la base. Donc, il y a les deux. Il y a de l'anxiété, mais il y a aussi des problèmes à la base, comme par exemple l'arthrite. C'est pas vrai qu'on va faire que hey, c'est dans ta tête, Alex, là, t'exagères. Non, c'est comme. Donc, comment tu fais pour faire face à la réalité qui est ta condition, mais faire en sorte que l'anxiété ne va pas mettre le feu en plus dans toutes tes variables. Au moins pour que ton système redevienne sous contrôle. Puis si on a ça, on est correct. Vous allez avoir une qualité de vie. Mais pourquoi la qualité de vie s'en va? C'est parce que si tu mets le feu là-dedans, tout explose, puis tu n'as plus le contrôle sur rien. Et ça rend fou. Donc, moi, ce que je pense, mettons, là, dans ton cas, là, Alexandre, si on a mal partout, si on a peur qu'il y ait toutes sortes de causes de maladies, à un moment donné, il faut lire entre les lignes que ça, là, si tout explose comme ça, c'est de l'anxiété. Donc, il ne faut pas se rassurer à chaque élément. C'est pour ça que la rationalisation a un double tranchant. Si tu rationalises, tu transformes ça en plan d'action, puis ton plan d'action te permet de faire face à quelque chose, I'm buying it. Mais si c'est de la rationalisation dans le sens de fais-toi-en pas, tu n'as probablement pas le cancer, ça va être difficile. Parce qu'à chaque rationalisation, le cerveau, il la considère comme une forme d'évitement. À court terme, ça va te rassurer, mais toutes les formes d'évitement, tu vas avoir une diminution de l'anxiété. Tu vas dire, je pense que je n'ai pas le cancer, là, je pense que j'exagère, mais ça va revenir parce que tu as deux courbes, si tu veux. Tu as la courbe qui diminue l'anxiété, puis l'anxiété, le cerveau, il la récompense tout le temps au-dessus. Fait que plus tu rationalises d'affaires, plus le cerveau, il fait des doubles courbes, ce qui fait en sorte que ta condition anxieuse augmente avec les années. Ce qui fait en sorte que tu dis, oui, on vous le disant, je n'étais pas si pire que ça, puis je suis rendu carrément plein de troubles d'anxiété. Mais c'est parce que le cerveau, il essaie de trouver un paquet de façons de se rassurer, ce qui est normal. Parce que n'importe quelle stratégie de survie, c'est survivre à court terme. Tu ne dis pas, moi, je veux survivre, mais juste dans 2 ans. Mais non, je souffre là, je veux moins souffrir là.
Fait que ça, c'est un réflexe qui est normal. Mais il faut garder en tête qu'à long terme, il ne marchera plus. Fait que si on est toujours dans des façons de se rassurer sur mille et une petites choses qui continuent de se Ouais. réveiller, tout ton système limbique, tes systèmes amygdaliens, tes systèmes anxieux, ça fait en sorte que tu es pris avec une condition qui est de plus en plus gigantesque et floue. Puis là, tu dis ça à des professionnels de la santé, puis ils sont comme hey boy, c'est un cas, là, je ne sais même plus où regarder. Je ne sais même plus comment peser, qu'est-ce qui est quoi. Fait que, moi, je veux juste vous dire, une des façons, c'est de dire là, il faut enlever une grosse partie de l'anxiété. Un, en se rassurant moins. Puis deux, c'est de faire le contraire. Là, attention, là, ça va être un peu violent, là, mais tu t'en vas te mettre dans le trouble exprès. Ouais. Tu ne fais pas le contraire, tu n'essayes pas d'aller bien. Tu t'en vas te mettre dans une situation qui, typiquement, t'éviterait parce que ton système, il a peur de paquet d'affaires. Fait que tu t'en vas pas dans ce qui va stimuler ça. Tu fais l'opposé, tu fais à la vie, à la mort. Mais attention, là, je ne dis pas qu'il faut prendre des risques physiques tout le monde. Non, mais l'affrontement, là, Oui. Puis tu dis, regarde, je le sais, je m'en vais au bat et je sais que mon cerveau va dire, ça y est, j'ai le cancer, je vais mourir, mon dos va barrer. Je le sais. C'est sûr que le cerveau va faire ça au début. Mais si tu te forces tout le temps à faire ça, le cerveau, il perd l'intérêt à envoyer les signaux. Puis là, tu as des courbes, ce qu'on appelle d'habituation. Puis là, globalement, ça s'en va. Puis là, ce qui reste, c'est vraiment juste le réel problème qu'on peut cibler plus spécifiquement puis qui reste sous contrôle. Fait que, c'est ça. En gros, là, ça s'applique à tout, tu sais, même, mettons, à la scène, j'imagine, tu sais, moi, écrire un livre, ça me causait beaucoup d'anxiété, tu sais, puis au début... on va en parler de ton livre, parce que c'est tout un exercice, écrire un livre. Au début, je voulais dire... c'est quelque chose d'écrire, là. Ouais, mais en tout cas, je vais vous révéler quelques petits secrets, là. Tu as écrit un livre, Alex, t'écris, c'est pas un livre que tu écris, mais tu écris des sketchs. Je veux dire, l'écriture, c'est littéralement se mettre dans le trouble. Puis c'est une des choses les plus puissantes et thérapeutiques qu'on peut faire pour l'anxiété en général. Fait que c'est sûr que moi, je veux qu'on parle de ton livre, puis que tu m'expliques en long et en large comment tu as fait ça. Alex, avais-tu quelque chose à... C'est juste que tu as parlé, juste pour finir avec l'anxiété, parce que Vanessa, je sens que ça peut peut-être aider. Moi, j'ai tout écrit avant hier de quoi j'avais peur. J'ai peur de quoi? La peur d'avoir peur. Après ça, ma médication. J'ai peur d'avoir un problème cardiaque. Après ça, pourquoi? Puis là, j'ai tout écrit mes moments où j'étais allé à l'urgence parce que je pensais avoir un problème cardiaque ou j'ai jamais eu de problème cardiaque. J'ai fait OK, les chances sont de mon bord. De rationaliser par écrit, comme tu dis, ça m'a calmé. Juste pour clore ça, Guillaume, après ça, je vais parler d'écriture, effectivement. Est-ce que moi, j'ai été prescrit par une super infirmière parce que je taboute, possiblement des antidépresseurs pour aller me chercher une autre nouvelle base de sérotonine, mais est-ce que des calmants, comme là, elle m'a prescrit un calmant au cas où, ça peut aider à juste avoir aussi un peu le dessus, sortir un peu la tête de l'eau, puis faire OK, ça me rationalise parce que je l'ai pris il y a 2 jours et je n'avais plus mal au dos. Bon. Tu sais, les médicaments, là, c'est une technologie que les humains ont créée pour faire du bien. C'est des instruments. Fait que quand tu en as besoin, tu en prends. Mais c'est comme n'importe quel instrument qui est puissant. Il faut faire attention à comment tu utilises quelque chose qui est puissant. C'est comme, ben oui, fait qu'absolument, absolument antidépresseur si c'est bien fait, puis si ça s'accompagne de d'autres choses, parce que les antidépresseurs vont augmenter la quantité de sérotonine intersynaptique, fait que ça augmente l'absorption de sérotonine, ce qui est important pour tes émotions positives et tout ça. Ça, c'est une chose. Fait que c'est comme si tu me dis quand mon char est dans le dallo, je peux-tu commander un towing? Ben oui, j'espère. C'est fait pour ça, un towing. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis assez fort puis je me passe des towings. C'est comme. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais un coup que tu es sorti ou un coup que tu es en train de sortir, il faut penser à la suite. C'est comme il faut que je retrouve mon habileté à me passer du towing. Mais ça se fait progressivement. Fait que ça soit ça, que ce soit un calmant qui est prêt de façon précise à des moments précis. Absolument, ben oui, absolument, c'est fait pour ça. Fait qu'on aurait tort de lever le nez là-dessus parce qu'il y a toutes sortes de prétextes, c'est non naturel, puis que moi, je ne veux pas tomber là-dedans. Puis non, ce qu'on ne veut pas, c'est être dépendant de ça ou abuser de ça. Mais je veux dire, si tu n'es pas dépendant puis ce n'est pas de l'abus, ça s'appelle un outil. Et donc, je veux dire, mais non, c'est une bonne stratégie. Moi, c'est pour ça aussi que j'aimerais
Consulter éventuellement, pas éventuellement, je vais me prendre un rendez-vous, là, mais pour, en fait, cette semaine, parce que j'avais peur de ça, les antidépresseurs, vraiment. Puis ma blonde aussi, elle avait peur de ça. Puis, tu sais, elle a été diagnostiquée fibromyalgique. Ah ouais? Puis, ouais, fait que là, ils ont prescrit des antidépresseurs. Ça fait des mois qu'elle repousse tout ça parce qu'elle a peur de ça. Puis là, finalement, ils ont expliqué qu'est-ce que ça faisait dans son corps. Ça l'a rassurée, puis ça m'a rassurée aussi par la bande. Fait que, tu sais, il n'y a pas une chose sur quoi je ne suis pas anxieuse en vie. Habituellement, je suis capable de faire face à pas mal tout. Tu sais, tout ce qui me rend anxieuse, je suis capable d'y faire face. Il y a une chose, ben, tu sais, mon père est malade depuis 30 ans, il fait de la dialyse depuis 30 ans, l'ambulance qui est venue souvent à la maison, en tout cas, il a failli mourir à plusieurs reprises d'opérations aussi. Ça m'a rendue anxieuse au niveau de la santé. Vous allez peut-être, tu sais, il y a des gens peut-être qui vont rire parce que je suis grosse, ils vont penser que je ne suis pas en santé, mais inquiétez-vous pas, Chris, que je fais attention. Puis, mais par contre, moi, je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas hypochondriaque, j'ai juste fait de l'anxiété de santé. Fait que je ne suis pas quelqu'un comme Alex qui va aller consulter non-stop quand, comme tantôt, je disais, si, tu sais, comme, il fallait que je fasse un scan dans mes poumons à un moment donné, j'ai failli crever à l'hôpital, mais j'étais allée, tu sais. Mais je ne vais pas aussi souvent que je devrais y aller, mais quand même, je sais que je suis en santé. Puis c'est ça, qu'est-ce que je veux dire avec ça? L'anxiété de santé. Ben, Oui, on parlait de médicaments, on parlait d'aide, tu parlais de ta blonde. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai réalisé que j'ai besoin d'aide, je pense, de médicaments parce que mon anxiété, c'est ça qui va me tuer, c'est pas les médicaments, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que je vais vivre plus longtemps sur des médicaments que sur mon anxiété, là. Fait que j'aurais pas le choix. Puis la pandémie, ça l'a vraiment ça l'a un petit peu exacerbé ça parce que tu es moins occupé, fait que tu penses plus. Là. 100% d'accord avec ça. Fait que ça l'a topé cette année, depuis 2 ans. Là, en fait, là, j'ai jamais fait autant d'anxiété. Avant, j'étais tout le temps, je faisais plein d'affaires, tout le temps, mes amis, la scène maintenant, mes amis, ça me demande de l'énergie. Quand ils m'appellent, je suis comme, faut que je réponde. Mais je les aime, mais c'est juste que sur le moment, c'est comme trop d'efforts. Fait que c'est ça, mais fait que je vais aller consulter, puis j'ai full out. Avant, je voulais pas être vulnérable. Puis maintenant, ça me tente de l'être, puis c'est surtout ma blonde qui m'a aidé là-dedans aussi, à être capable d'assumer sa vulnérabilité. Je suis vraiment crissement pas là. Est-ce qu'on peut te sacrer dans votre podcast? Oui. OK, Oui, parfait. oui. C'est un safe space de sacrage, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Je l'écoutais avant, votre podcast, mais là, depuis le 2 février, il est sorti la nouvelle version. Je n'ai pas écouté encore la nouvelle version, mais j'ai tout écouté les anciens épisodes. C'est gentil. J'adorais. Fait que c'est ça, fait que j'ai terminé. OK. OK, ben, bon, écoute, il faut shooter un peu sur l'occasion. Ce qui est complexe, OK, dans le développement humain, c'est, tu sais, on dit, OK, on veut diminuer l'anxiété parce que si l'anxiété est trop hors contrôle, ça inhibe toutes nos initiatives, ça upstage un peu l'accès à nos capacités, notre détermination, le fait de prendre des risques, tout ça, tout ce qui est nécessaire pour le succès. Tu fais, OK, bon, OK, fait qu'on sait que pour de l'anxiété, il faut faire face à plus de choses. Ouais. Le problème, c'est l'identification de quelles choses. Parce que des choses qui sont, je dirais, tangibles. Je te donne un exemple, tu fais de l'anxiété des araignées ou des serpents. Ouais. C'est un objet qui est physique. Il est délimité par une composante identifiable visuellement. Fait que là, on peut traiter ça. Mais les affaires physiques, c'est facile. Les choses qui sont plus difficiles, c'est les choses intangibles. Dans le sens de pourquoi je suis mal dans ma peau? Pourquoi j'ai peur? C'est quoi? Il est où le serpent? Fait que là, il faut trouver des causes à ça, il faut faire des expositions stratégiques à ça. Entre autres, une des grandes terreurs humaines qui augmente avec les générations en ce moment, ça augmente comme ça, là, parce que les troubles anxieux augmentent chez les jeunes, les jeunes qui sont nés en 1995 et après, particulièrement chez les filles. Particulièrement. Donc, la phobie de l'échec ou la phobie de s'auto-décevoir est une des plus grandes causes d'anxiété. Mais dans ton quotidien, tu ne penses pas à ça. Oh, mon autodéception. Tu comprends? Ce n'est pas quelque chose que tu penses. C'est juste, c'est implicite, comme on appelle. Tu ne le dis pas. Mais le cerveau, il sait qu'il ne veut pas se mettre dans une situation d'autodéception ou d'autodévalorisation. Donc,
il évite les situations où là, il va être face à là, tu vaux ça en ce moment. Ouais. Donc, il y a un maintien de l'idée de me semble j'ai du potentiel et j'ai peur que si j'échoue, je dois annuler la vision de moi en train d'avoir du potentiel. Et ça, c'est la plus grande terreur des humains et c'est une terreur qui augmente avec le temps, avec les générations actuellement. Et c'est pourquoi je pense que je n'ai pas de carrière aujourd'hui. C'est exactement ça. Ah ouais, tu fais le lien avec... Ben 100%, ça fait longtemps que j'ai remarqué que c'était ça, en fait. Là. J'ai tellement peur, ben pas nécessairement d'échouer, parce que, tu sais, moi, perdre quelque chose ou échouer dans quelque chose, quand je suis convaincue que je suis bonne, ça me fait pas un pli sur la poche. Parce que je sais que je suis bonne, puis je fais comme, tu m'as pas choisi, t'as pas voulu être avec moi, t'as pas ci, t'as pas ça, fuck off. Tu sais, quand j'ai pas été pris, quand je suis sortie à Star Academy, je me suis pas dit, oh my God, je suis nulle. Je me suis dit, ils ont pas de goût. C'est ça que je me suis dit, tu sais. Puis, mais j'ai peur d'entreprendre quelque chose par moi-même et que finalement, genre, à l'académie, il y avait raison. D'entreprendre quelque chose puis de faire genre fuck, finalement, je n'étais pas aussi bonne que je le pensais. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu ça comme feeling. J'ai toujours eu, c'est vous qui êtes dans le champ. Mais je n'ai pas eu assez de confiance non plus pour faire, je vais vous prouver le contraire. Parce qu'il y a comme une peur quand même. Puis j'ai retrouvé dans. Je faisais le ménage de ma maison d'enfance, puis j'ai retrouvé un petit coffret que j'avais fait en secondaire 1, puis j'avais écrit 10 choses que je veux accomplir dans ma vie, ou dans les prochaines années, je ne me rappelle pas. Mais numéro 1, c'était maigrir. Numéro 2, c'était être en forme. Et numéro 3, c'était ne pas décevoir personne. OK, wow. Bon. Wow, c'est gros. Secondaire 1, j'avais 12 ans. Fait qu'on est dedans pas à peu près, là, une des racines de ça. C'était déjà très actif à cet âge-là. Ben, c'était actif à 5 ans. Je veux dire, j'ai été allumée vraiment très jeune, tu sais. En tout cas, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait, comme tantôt on disait, de l'anxiété, mais comme j'avais dit à ma mère, je veux pas mourir à 5 ans. J'avais peur de mourir. Puis je disais que comme mettons les vieux, je disais à mes parents, on n'appelle pas ça des vieux, on appelle ça des gens qui n'ont pas encore fini leur tâche sur Terre. Mais tu sais, j'avais 5 ans. J'en ai rencontré des kids de 5 ans, puis il n'y a personne qui est concerné par ça, tu sais. C'est ça, c'est parce que toi, je veux dire, c'était déjà des idées qui t'étaient déjà éveillées à ça. Tu sais, c'est comme pendant que d'autres jouent à des jeux à la marelle, puis ça pense à rien de ça. Toi, tu te posais déjà ces questions-là tôt. Ben oui. Fait qu'on germait tôt. Tu sais, mon père écoutait des films d'action, ça me créait des crises d'anxiété, fait qu'il fallait que j'arrête de regarder des films d'action parce que j'étais comme, my God, ces gens-là, est-ce qu'ils ont mérité de mourir? Non, ils n'ont pas mérité de mourir. Pourquoi ils se font tuer? Tu sais? Pourquoi il y a de la violence gratuite? Pourquoi? À quoi ça sert? Tu sais, je me dis, si Hitler avait eu plus d'amour, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Tu sais? Fait que je suis comme, pourquoi on fait ça? Puis j'ai tendance à trouver le monde qui, attention, révélation choc. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va se penser supérieur. Mais j'ai tendance à trouver les gens cons. Mais pas tout le monde, mais en général, puis je Non, mais notre invité la semaine passée a fait la même confidence. Fait que, ah ouais? Il y a un petit trend là. Mais c'est pas parce que je me trouve supérieure, par contre. C'est pas parce que eux autres sont cons puis moi je suis intelligente. C'est pas ça pantoute. C'est plus dans le sens qu'on est niaiseux, tout le monde sait qu'on est niaiseux, sauf toi, Guillaume. M'excusez. Non, je sais. Puis non, c'est moi qui te trouve pas niaiseux, en fait. Okay. Puis c'est ça, fait que tu sais, t'as vu, je suis pas capable de continuer quelque chose jusqu'à la fin. J'ai oublié où est-ce que je suis rendue. Ben, t'as dit que je veux pas me sentir supérieur, mais je trouve les gens niaiseux. Mais ça appartient, on parlait de ton enfance. Depuis que je suis tout petite, j'ai tendance à trouver les gens niaiseux, puis que je trouve que les solutions souvent sont là, puis il n'y a personne qui est capable de prendre action parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il y a tellement d'affaires. Puis je me dis, mais Caroline, pourquoi le monde ne s'arrête pas 30 secondes? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi il n'y a pas de communication? Pourquoi on ne désamorce pas des problèmes? Tu sais, les gens devraient vraiment prendre plus de temps sur eux-mêmes pour éviter qu'il y ait des problèmes avec les autres. Mais ça, je le pense depuis que j'ai 5 ans, tu sais. Puis je comprends pas pourquoi moi, la jeune Vanessa de 5 ans pensait ça, mais par contre, n'importe quel genre de personne de
de 50 ans n'est pas capable de penser à ça, tu sais. Ça Ouais, aussi, ouais, ça me c'est crée de ça. l'anxiété d'être entouré de monde de même. Je comprends. Je comprends parce que ça nous rend impuissants. C'est comme, comment je peux, quelle place j'ai dans un environnement qui fait comme des affaires tout croche, là, tu sais, à un moment donné, c'est décourageant. Mais c'est décourageant aussi, tu sais, en parallèle, parce que là, aujourd'hui, on est dans un gros podcast pour parler de. Tu sais, les gens aussi, leur vision des personnes différentes, ça me stupéfait. Comme comment c'est possible de s'acharner sur des gens qui ont pas choisi d'être qu'est-ce qu'ils sont, en affirmant pour eux que c'est un choix, puis en critiquant ce dit choix, en rendant la vie des autres plus malheureuse qu'elle est vraiment si elle l'est, tu sais, ou en voulant détruire des gens. Moi, ça me fascine, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça te change, toi, Paul, que j'ai ce poids-là, que j'ai ce physique-là, cette apparence-là. Tu sais, c'est des gens qui vont s'acharner, ben, surtout en ce moment sur les médias sociaux, s'acharner sur des gens qui n'ont pas le choix d'être qu'est-ce qu'ils sont, tu sais. Puis ça, c'est une source aussi de problèmes, j'imagine, pour beaucoup de gens qui sont différents, tu sais, de devoir confronter quotidiennement, c'est ça, c'est un peuple de cons, là, en fait. Ben, écoute, parlons de ton livre. Ouais. Ah, ben oui. Ben oui. Parce que ton livre, je le rappelle, tu as publié exactement, merci beaucoup Valérie pour la présentation. J'adore ça, merci. Franchement grosse. Parle-moi un petit peu, je dirais, de l'idée du livre. Là, parce que oui, il y a le livre, mais explique-moi, là, reviens dans le temps. Là. Toi, tu n'as pas fait de livre. Puis là, ben, là, tu as le goût de parler de quelque chose, tu vis quelque chose, tu as une idée, puis là, tu as le processus d'écriture là-dedans. Ramène-nous avant ça. Ben, la genèse de tout ça, mes potes, c'est que j'ai été approchée parce que j'écrivais souvent des captions sur Instagram en dessous de mes photos. Puis là, je disais genre, tu sais, je parlais de ma journée dans mon corps ou je m'étais donné un challenge d'aller. On m'avait approché pour aller faire un shooting en lingerie. Okay. Mais moi, c'est la dernière affaire sur ma liste, genre dans ma vie, là, de faire un shooting en lingerie. C'était clair à 12 ans aussi, j'imagine? Ah, ça a toujours été clair. Là. Pour vrai, jamais eu cette envie-là. Ça me titillait pas tant que ça. Puis là, on m'a approché, puis au début, j'étais comme non, c'est impossible que je fasse ça. Puis après, je me suis dit, tu sais, Vanessa, il va falloir que tu fasses ces affaires-là parce que, tu sais, j'étais très prude, même mes relations dans l'intimité avec les gars à l'époque, ben, ça me prenait tout mon petit change. C'était trop dur pour moi. Je me suis privée de beaucoup de relations aussi à cause de ça parce que je ne vais pas montrer mon corps. Mais tu sais, tout le monde me disait, Valence, les gens, c'est pas comme si quand tu as enlevé ton chandail, ils disaient Corée, c'est grosse, tu sais. Ils sont pas surpris. Ils t'ont vu avec ton chandail, tu sais. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, ça va les dégoûter. Moi, c'est un mot que j'ai souvent utilisé pour moi, c'est que je suis dégueulasse, tu sais. Je me dégoûte, donc je te dégoûte, tu sais. Puis quand ils m'ont approché, les filles, pour le shooting, j'ai fait, bon, ben, lance-toi là-dedans et montre, une fois pour toutes, à tous les gars de quoi t'as l'air. Wow! Comme ça, il n'y a pas personne qui va être surpris, puis toi, tu vas dire, ben, je vous l'avais dit, tu sais, quand tu vas arriver. Fait que c'était plus ça, puis, mais ça, tu sais, je l'approchais pas comme ça parce que je voulais pas que les gens ils voient ça comme si je le faisais pour les gars. Mais je le faisais pas pour les gars, je le faisais pour moi, tu sais, parce que je voulais pas avoir à vivre le malaise de regardez, j'ai des vergetures sur le ventre, j'ai peut-être pas été dans la gorge, tu sais, je veux dire, comme je voulais montrer à tout le monde de quoi j'avais l'air pour qu'il n'y ait plus de malaise rendu là. Puis finalement, j'ai trouvé une autre vocation à ça, c'était moi, ça m'a rassurée. Ben, c'est pas vrai, ça m'a pas rassurée du tout, au contraire. Je me voyais plus mince que ce que j'avais l'air. Dans ma tête, je me voyais pas aussi grosse, tu sais. Et là, ça m'a vraiment confrontée. J'ai fait tabarnak. Hey, je suis vulgaire. J'ai fait tabarouette. Non, mais c'est ça que tu as senti, c'est correct. J'en reviens pas, tu sais, que je suis aussi grosse. Puis quand je me voyais dans le miroir, des fois, tu sais, j'étais comme, oh, you look so good. Je me trouvais vraiment belle, tu sais. Ben, je me trouve belle, mais c'est mon corps. Mais quand je regardais mon corps, j'étais comme, ah, t'es pas si pire que ça dans ma tête, parce que moi, je suis
je suis vraiment, là, j'ai toujours été grossophobe. Ma mère était grossophobe dans le sens que ma mère a toujours eu peur d'être grosse. Là, ma mère était au régime. J'étais au régime à 9 ans. Là, fait que, elle a toujours fait des régimes. Mon père a toujours dit que je n'allais pas réussir à cause que. Mais pas dans le sens que tu ne vas pas réussir parce que tu n'es pas bonne, mais tu ne vas pas réussir parce que les gens ne voudront pas que tu réussisses parce que tu es grosse. T'sais. Fait que j'en suis venue à me trouver dégueulasse. Je ne dis pas que c'est leur faute, mais ça n'a pas aidé. Puis c'est ça, fait que ce livre-là, ce shooting-là, je l'ai fait. Je me suis trouvée dégueulasse, mais je l'ai publié quand même. Et ça a été vraiment difficile pour moi de le publier parce que là, j'étais là, je me rappelle, je m'en allais à te rejoindre à Toronto à ce moment-là en plus. Puis j'étais comme, oh my God, là, les gens vont me trouver dégueu, ils vont tout l'écrire. Et finalement, ça a fait l'effet inverse. C'était juste des femmes, en fait, qui commentaient ma photo, il n'y avait pas d'homme. Et il y a eu une légère déception. Je me disais, pourquoi il n'y a pas d'homme qui me trouve cute quand même? Il n'y a personne les gars, ils se gardent une gêne. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de gars qui me suivent non plus. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à prendre ça comme cheval de bataille. L'apparence physique, la grossophobie et tout ça. Puis j'ai commencé à être, sans être une fervente militante, là, puis à vraiment défendre la cause avec rage, puis, vigueur. Moi, j'étais plus dans la confidence. Aujourd'hui, je me sens comme ça, mais je me rends compte qu'il faudrait que j'arrête de me sentir comme ça. Comment j'ai fait aujourd'hui? Je n'ai pas trouvé de solution. Peut-être que demain, je vais trouver une solution. C'était pas, moi, je suis rendue là, suivez-moi. C'était plus, prenons-nous par la main puis marchons ensemble. T'sais. Puis là, ben, c'est ça. À force de faire des petites captions comme ça, ben, je me suis fait approcher par une maison d'édition qui m'a demandé si je voulais faire un livre. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment ma façon d'écrire ou est-ce parce que le sujet est cool? Puis je pense que c'était vraiment un mix des deux. Mais quand je regarde aujourd'hui les Gabrielle Lisa Collard puis les Juliette Tachot qui sont militantes, je me dis, mon Dieu, j'étais crissement pas ça. Puis j'ai pas... pourquoi c'est moi qu'on invite pour parler de grossophobie quand je suis vraiment pas à la base de cet anti-mouvement-là, tu sais. Pas anti-mouvement, ce mouvement-là, en tout cas, peu importe. Puis, mais je trouve que d'une autre façon, c'est ça, je suis pas dans la... C'est ça, je suis pas pas dans la violence, c'est pas ça, je sais pas le bon mot, mais je suis pas dans le militantisme. Ouais, dans la confrontation, exactement. Je suis pas dans la confrontation, je suis plus dans l'acceptation. Essayer de m'accepter, essayer de me sentir bien dans ce que j'ai comme corps, puis d'encourager les gens à travailler vers ça, tu sais. Je suis pas contre les autres, je suis pour moi. Je sais pas, en tout cas. Puis, mais je dis pas que les filles que j'ai nommées non plus sont comme ça, mais c'est juste que c'est pas le genre de choses qui vous avez compris. Ouais. Puis, c'est ça, fait que là, au début, ça a pris vraiment du temps. J'avais comme un échéancier de genre 2 mois, ça m'a pris 1 an et demi l'écrire. Puis je repoussais tout le temps ça. Je commençais, puis là, je perdais. Je ne savais plus par où commencer. Je ne me trouvais pas assez bonne. Puis pourtant, l'écriture, ça a toujours été une force. Toute ma jeunesse, mon secondaire, j'écrivais mes PDE. Étaient vraiment toujours bonne. J'avais toujours des bonnes notes. Puis je me trouvais bonne. Mais quand c'était rendu au moment qu'il fallait que j'écrive, j'étais comme non, c'est pas bon. Puis au début, je me suis surprise parce que je mentais. Je mentais, je voulais pas comme faire pitié. Fait que j'étais là, mon secondaire, pas si pire, j'étais quand même cool, c'était nice. Même si j'étais grosse, nanana. Puis tu sais, je fais ça, puis j'étais comme non. J'haïssais tout le monde au secondaire parce que tout le monde était plus beau que moi, puis ça me faisait chier. Fait que je vais l'écrire, tu sais. Quand la belle-fille me disait que j'étais belle, j'étais là, fuck you. Tu le penses pas, ça se peut pas que tu me trouves belle parce que toi, t'es vraiment belle, puis t'es mince, tu sais. Fait que je l'ai écrit. C'est la première fois que tu le posais sur papier, ces pensées-là? Ouais. Hey, ça a dû te faire du bien. Oui, puis non, dans le sens que au début, ça m'a fait... Excuse Alex. Mais ça m'a fait du bien de l'écrire. Mais en même temps, c'est encore là, je l'ai encore sur le cœur pareil. C'est pas comme parti, tu sais. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Ben, j'ai sur le cœur ma jalousie, mon envie quand j'étais au secondaire. OK, je comprends. Le fait que j'avais tendance à pas aimer le monde parce qu'il était plus mince que moi, tu sais.
Mais ça paraissait pas, j'étais pas dans la haine à tout le monde, j'étais tant joviale, comme la fille que je suis aujourd'hui. Fait peut-être que je vous haïs, les boys. C'est ça, qui sait? Mais j'étais tout le temps comme. Tu sais, j'étais la fille que je suis encore aujourd'hui. Tu sais, j'étais dans la. C'est ça, j'ai l'air le fun. Puis c'est ça, j'ai commencé à écrire ça. J'ai commencé à me remettre dans la peau de. Tu sais, c'est quoi me lever un matin quand t'es gros versus quand t'es mince, tu sais. C'est pas la même chose parce que si t'arrives au bureau quand t'es gros puis que tu pues un peu, mais c'est normal parce que t'es gros, tu sais. Mais quand t'es mince, c'est il a eu chaud, il a fait du sport, nanana. Tu sais, il n'y a pas la même. On n'a pas la même pensée d'une grosse versus une mince, tu sais. Ma blonde va travailler, elle est un peu coiffée puis elle mange un McDo. Ils vont faire comme, mon Dieu, tu l'as eu rough la veille ou whatever, t'as pas dormi. Mais moi, ça va être, la grosse, elle mange du McDo, elle est négligée, nanana. Fait que c'est jamais les mêmes perceptions. Puis ça me fait chier, ça m'a toujours fait chier. Est-ce que vous sentez que là, ça monte? Oui, on le capte. On le capte. Puis j'ai eu aussi à faire un travail avec ma mère là-dedans parce que je pense que ma mère, on a réalisé ça dernièrement, qu'elle m'a beaucoup influencée aussi au niveau de la perception de mon corps, parce qu'elle avait une mauvaise perception de son corps. Ma mère, c'est une ancienne Miss Québec là, quand elle était jeune, puis toujours voulu être mince, puis passer des mois à manger juste des raisins, puis les pilules d'éphédrine là, qui faisaient battre son cœur pour qu'elle puisse maigrir, c'est dangereux, là, mais elle prenait ça quand même, t'sais. Puis moi, je voyais ça du haut de mes 8-9 ans, un peu grossouillette, parce que moi, je suis née vraiment mince, j'étais toujours fragile, des petits os jusqu'à mes 6-7 ans. Mon frère est né, et là, j'ai commencé à prendre du poids. Je ne sais pas si c'est parce que là, j'avais plus l'attention, puis là, je voulais qu'on me voie, ou je ne sais pas justement parce que mon père est tombé super malade aussi quand je suis née, fait que peut-être que je me suis construit une armure, une carapace ou quelque chose. Je ne le sais pas. On va voir ça avec la psy. Puis, mais j'ai dû confronter ma mère pour dire comme, hey, maman, je pense que là-dedans, aujourd'hui, je suis comme je suis, je me déteste autant parce que toi, tu te détestais, tu sais, puis moi, j'ai vu ça toute ma vie, en fait, jusqu'à mes 24 ans, que je voyais que ma mère, encore aujourd'hui, ma mère, elle mange des raisins, là. Tu sais, je faisais, comme tout le monde mange des raisins, mais dans le sens que juste des raisins. Fait que c'est ça. Puis elle a 62 ans, puis elle est encore dans je veux être mince. Puis là, elle est célibataire depuis une couple depuis que son chum est mort. Elle est célibataire, puis c'est lourd, hein. Puis elle veut être mince parce qu'elle veut pogner, puis elle veut pas swiper des gros. Puis ce qui est drôle, parce que mon père était gros, est devenu gros, en fait, puis était avec, puis sa fille était grosse. Puis là, bref, fait que là, je l'ai confrontée là-dessus. Je disais, hey, t'avais-tu honte de moi quand j'étais petite? Toi qui aime tellement ça, ben pas qui aime tellement ça, mais qui veut tellement être mince, puis qui trouve ça important d'être mince. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit qu'elle avait honte. Elle dit, j'avais honte de ton apparence, mais quand tu parlais, tout le monde t'aimait tellement que j'étais fière de toi, tu sais. Mais ma mère, par contre, elle me l'a jamais fait sentir. Parce qu'elle était toujours front row, le premier rangé dans toutes mes shows. Elle aurait battu n'importe qui m'aurait... tu sais, c'était elle était agressive avec les gens qui pouvaient être méchants avec moi. Là. Elle supportait pas qu'on me traite de grosse. Ça fait que je ne l'ai pas senti. Je sentais qu'elle voulait que je sois mince, mais je ne sentais pas qu'elle avait honte de moi. T'sais. Fait que ça, de confronter ma mère sur ça, puis l'écrire dans un livre, de le publier, puis que les gens soient au courant de ça, ça a été confrontant. Mais ça a été, par contre, s'il y a une chose qui... C'est dommage, puis ça ne parle pas avec mon poids, mais s'il y a une chose qui m'a été révélée dans ce livre-là, c'est que j'ai des troubles à régler, des problèmes à régler avec ma mère, avec mon enfance par rapport à ça. Ça s'est... ça s'est envenimé avec le temps. Puis aujourd'hui, je suis encore dans la confrontation avec ma mère, même si ma mère, c'est la personne à qui je fais le plus confiance, tu sais. Mais j'ai encore des problèmes avec ma mère par rapport à ça, puis j'aimerais effectivement les régler. Mais fait que c'est ça, fait que là, j'ai dû confronter ma blonde aussi, parce que, tu sais, moi, au départ, franchement grosse, j'étais trop gênée d'écrire ça comme titre, là. J'étais là, oh my God, non, là, tout le monde va être dégoûté parce qu'il y a le mot grosse dedans. Là, ma blonde, elle m'a dit, t'es-tu grosse ou t'es pas grosse? Là, je dis, ouais, je suis grosse. Elle dit, est-ce que c'est négatif ou c'est positif ou c'est neutre comme terme? Là, je suis comme, c'est ni négatif ni positif. Tu sais, être gros, c'est juste, tu dis que quelque chose est gros, il n'y a rien de négatif, rien de positif là-dedans. Fait qu'elle m'a dit, bon, mais si t'es grosse, pourquoi tu l'écrirais pas?
Puis là, j'ai fait, hey, tu sais quoi, je vais y aller. Ça me créait beaucoup d'anxiété, ça, mais je l'ai fait quand même parce que je voulais pas que ça écœure les gens, tu sais, qui me voient sur l'affaire, puis c'est grosse, puis ça. Puis je voulais pas non plus faire pitié sur une affaire qui me rend super mal à l'aise. Je voulais pas que les gens aient pitié de moi dans ce livre-là, en étant vulnérable, mais c'est plus facile pour moi d'être vulnérable à l'écrit que dans la parole, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, ce livre-là m'a plus aidé au niveau de ma vulnérabilité, puis au niveau de savoir un peu plus qui je suis par rapport à ma mère. Mais au niveau de mon poids, je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'a libérée de comment je me sens par rapport à mon corps. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, tu sais. Par contre, je suis capable de voir que je me dois de la douceur. Tu sais, il faut que j'arrête d'être aussi violente avec moi parce que c'est des termes violents que j'utilise. Moi, je voyais pas ça violent. Tu sais, j'étais comme, ah, je suis dégueulasse. Tout le monde était comme, tu sais, mon agente, à un moment donné, elle m'a appelé et m'a dit, là, Vanessa, faut que tu arrêtes de dire que tu es dégueulasse. Elle dit, moi, ça me rend pas bien parce que moi, je te trouve pas dégueulasse. Tu sais. Ma blonde était comme, moi, je te trouve pas dégueulasse. Fait qu'arrête de dire qu'on te trouve dégueulasse. On te trouve pas dégueulasse. Tu nous mets des mots dans la bouche. C'est comme j'ai l'habitude de mettre les mots dans la bouche des gens parce que j'ai peur qu'ils les sortent, qu'ils les disent. Fait que je dis non, je sais que je suis dégueulasse. La gang. Je sais que je suis laide. Je sais que, pas que je suis laide, mais que je suis grosse, que je suis. Au niveau de la société, je ne suis pas un canon. Fait que. Est-ce que tu veux dire que, dans le fond, ce que tu t'es aperçu, c'est que tu es beaucoup plus violente envers toi-même que ce que l'environnement peut être violent avec toi? Ouais. L'environnement a déjà été violent, mais j'ai été chanceuse dans ma malchance. T'sais. Quand je regarde les gens qui se font écœurer à cause de leur poids, j'ai vécu ça un peu quand j'étais jeune, des niaiseries d'adolescents puis de jeunes aïe dans l'autobus. Hey, penchez-vous tout d'un bord, puis laissez Vanessa de l'autre, ça va équilibrer l'autobus. C'était genre ça, des commentaires. Mais c'était pas. J'avais d'autres armes. J'étais cinglante, j'étais sarcastique, j'étais drôle. Fait que ça l'a comme compensé. Les gens ils voulaient se tenir avec moi pareil. Puis j'ai toujours fronté une confiance que j'ai pas. Les gens, ils vont me regarder puis ils vont faire comme « Hey, j'aimerais ça. » Mais pas, ils l'ont fait, ils me l'ont dit souvent. J'aimerais ça avoir le 10e de ta confiance. Puis je suis comme, mon Dieu, tu avais le 10e de ma confiance. Tu n'auras pas grand-chose. Ben non, tu sais. Mais je l'ai fronté longtemps, puis les gens, limite, ça les intimidait d'arriver dans une pièce avec moi qui est juste comme « Je pense ça et je vis ça comme ça. » Puis puis c'est ça, fait que j'ai jamais eu vraiment des gros problèmes, de là pas vouloir aller à l'école parce que je me sens grosse, non. Par contre, à l'école, j'avais des problèmes je me comparais sans cesse avec tout le monde. C'était non-stop. Je mettais un pied dans l'école, puis je me comparais avec n'importe quelle personne qui portait n'importe quel vêtement que moi, je ne pouvais pas porter. C'est des détails souvent, aussi niaiseux que des fois, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais des fois, on était assises, puis je regardais la distance, je ne sais pas comment le montrer, là, de la chaise. Mettons, moi, j'étais près du mur comme ça parce que j'étais plus grosse, puis la personne était plus proche de son bureau. Fait que je regardais la différence entre nos chaises pour voir à quel point j'étais plus large que la personne. Puis c'est niaiseux, mais c'est encore des trucs qu'aujourd'hui, je vis puis que je m'inflige. Qui fait ça? Est-ce que vous allez me voir au restaurant avec quelqu'un, puis vous allez comparer nos dossiers de chaises, savoir qui est plus large? Non, vous n'allez pas faire ça. Non, mais écoute, tu serais surpris à quel point chaque personne a sa petite préoccupation de mesure comparative. Ça dépend. Ah ouais? Ça dépend sur quoi tu focuses dans la vie, mais tout le monde a sa gugus comparative. Puis ça ne marche jamais. Tu n'as jamais de résultat positif avec ça, c'est impossible. Parce que même si tu dis « Hey, ma mesure est meilleure que l'autre », anxiété, ça va faire « Fiou, je ne suis pas si pire ». L'anxiété revient, tu vas te remesurer à la prochaine. Puis là, si l'autre est meilleur que toi, anxiété augmente. Fait qu'il faut que tu trouves un autre candidat. C'est non-stop. Fait qu'il y a des gens que c'est comme... pour n'importe quel... Puis là, comment je pourrais te dire ça? Qu'est-ce que j'ai entendu? Les oreilles. Alors, il y a des gens qui mesurent, qui focusent sur la longueur, la distance entre le lobe et le top ici. Là. OK. Et là, c'est ça. Pourquoi? Who knows? Dieu seul le sait, mais c'est important de ne pas avoir des trop longues oreilles. Et là, il y a tout le temps une petite attention sur
la longueur des oreilles des autres. Tu te compares. Oui. Fait que les humains, là, c'est obsessif sur où je me situe par rapport aux autres. Ben oui. Ça marche Juste jamais. quand j'étais jeune, je disais à mes amis, ça c'était tellement grave, là. Je disais, est-ce que je suis plus grosse ou moins grosse que cette personne-là? Check une grosse, là, est-ce que je suis moins grosse qu'elle? Ouais. Puis là, mes amis étaient là. Ben, Vanessa, je sais pas, vous n'êtes pas fait pareil. J'étais comme, ben là, comment ça, vous n'êtes pas fait pareil? Ben là, elle a des fesses. Toi, t'as pas de fesses, Vanessa. Puis j'étais comme, ça veut dire que tu veux pas me dire que je suis plus grosse qu'elle, c'est ça? Puis là, j'étais là, je regardais la fille, puis j'étais là, oh my God, je suis plus grosse qu'elle. Puis là, ça me faisait capoter. Mais ça, pour moi, là, ça me touche beaucoup, ça, Vanessa, parce que les humains sont incroyablement violents envers eux-mêmes. Mhm. Incroyablement. Et la comparaison est toujours un mécanisme d'essayer de réguler où je fit par rapport à des normes. Puis là, si ton équation n'est pas satisfaisante, ben là, il y a certaines personnes qui commencent à en vouloir à l'environnement. Et là, on commence à aller dans des pentes de victimisation. Puis, you know what? Vous allez payer. C'est comme un instant, il faut en premier arrêter la violence envers soi-même. Ça, c'est l'étape 1. Ce qui est difficile, juste cette étape-là, juste quand tu es normal, c'est déjà dur. La plupart des gens sont auto-flagellants. Là. Ils se flagellent eux-mêmes pour absolument toutes les raisons physiques, psychologiques, de talent, de comportement, de succès, d'indices, de n'importe quel facteur. Donc, les gens sont extrêmement durs envers eux-mêmes. Et ça tue complètement parce que ça augmente l'anxiété parce que là, ils utilisent des mécanismes d'évitement, de rationalisation, de comparaison. Mais c'est ça, mais en même temps, ça m'a aidé ça parce que je me suis jamais sentie dans le vous allez payer. Je me suis jamais. Non, mais il y en a, c'est sûr que oui. Ça, c'est tout à ton honneur parce que le piège typique de ça, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau dit il faut que je reprenne le contrôle. C'est comment je prends le contrôle. C'est que les normes sont mal faites et il y a des personnes qui sont fautives. Comme ça, tu peux complètement régler tous tes enjeux internes avec un bouc émissaire. Mais toi, tu n'as pas tombé là-dedans, ce qui est rare. Et c'est pour ça que, ben oui, sinon, je n'aurais pas pu t'inviter au podcast que là. Parce que sinon, ça aurait tout été twisté envers l'environnement. Tandis que là, ce que tu me parles là, depuis le début, ça fait quand même 1 heure qu'on parle. Tu me parles de toi. C'est normal pour toi de parler de toi, mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Des gens qui souffrent pendant longtemps, ils ont abandonné l'idée même de vivre dans leur peau. Ils se sont complètement abandonnés. Maintenant, ils travaillent sur l'environnement. Ah non, tu as vu, moi. Ben, c'est pas comme ça que toi, j'ai vraiment compris que c'était pas. Oui, je comprends que oui, il y a des standards de beauté, je comprends que tout ça, puis que je suis pas pour non plus qu'on idéalise juste une forme de corps, tout ça. Sauf que j'ai compris vraiment quand j'étais jeune que le problème, c'était en dedans de moi, tu sais. Puis que c'était à moi de le régler. C'est sûr qu'on pourrait tomber dans plein d'affaires, qu'on a déjà eu la conversation d'ailleurs, Guillaume et moi, par rapport à le concept de la grossophobie et tout ça, mais il y a des choses qui me rappellent à tous les jours quand même que la société n'est pas faite pour moi, tu sais. Quand je pense à l'avion, mettons, quand je pense au restaurant, au banquet, au truc comme ça, je comprends que la société ne peut pas adapter nécessairement tout pour les personnes plus grosses. Par contre, il y a un petit effort d'inclusion qui pourrait être fait. On ne peut pas tout scraper puis recommencer à neuf. Par contre, on peut bâtir des trucs qui sont plus inclusifs. Tu sais. Il y a des gens aussi petits qui ont besoin de plus d'inclusion. Des gens qui sont plus très, 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 très minces qui ont besoin d'inclusion aussi. Je ne pense pas que c'est exclusif aux grosses personnes, mais je pense que la société devrait être plus inclusive pour plusieurs types de personnes différents. Fait que c'est ça, mais je me sentais pas dans le... Tu sais, quand je suis au secondaire, je me disais pas vous allez payer de me faire sentir comme ça. Je dis là, Vanessa, il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu arrêtes de te sentir comme ça puis que tu vives ta vie pour que les gens se sentent mal, peut-être. Mais c'était pas dans le but que les gens se sentent mal, mais je me suis dit peut-être à un moment donné, les gens vont se sentir mal de te faire sentir comme ça si toi-même, tu te sens pas comme ça, tu sais. Ça ne fonctionnera pas quand les gens sont méchants avec toi parce que tu vas être capable d'être en paix avec ton corps et avec toi-même. Puis les gens, tout ce qu'ils vont dire, ça va être un reflet de leur mal-être à eux, tu sais. Mais ça, j'ai compris ça super jeune, tu sais. Puis j'avais pas l'impression que le monde était contre moi. C'est juste que c'est ça. J'imaginais plus que...
Je pensais pas qu'il était contre moi, je pensais juste pas qu'il était avec moi, tu sais. Ouais. Mais Puis, Guillaume, excuse-moi, mais vous allez payer peut être, comme Vanessa dit qu'elle ne l'a pas, mais est-ce que ça peut être, j'imagine que ça peut être non conscient, tu sais, inconscient. oui, c'est pas C'est pas, conscient. Ouais. Non, pas, non. Il n'y a personne qui se dit, moi, je m'en vais me venger sur des gens. C'est pas activé Ouais. comme ça parce que le cerveau aime pas être. Le cerveau ne peut pas te laisser être dans la position du méchant. Il faut que tu sois OK. dans la position du bon, tout le temps. Mm. Fait que faut que tu twistes la réalité pour être sûr que le scénario fait en sorte OK. que toi, t'es dans le bon. Tu comprends? Fait que, mais ça Mm. n'existe pas là, des bons, des méchants. C'est pas comme ça que le monde est fait. Ça, c'est des histoires de films tu sais, où Mm. on voit le monde comme ça, puis on résout des équations complexes de façon simple avec la dichotomisation, puis les bons versus les méchants. Mais Mm. le cerveau, jamais il te laisse être le méchant. T'es Ah le bon. ouais? Ben oui. Ben moi, ben, je sais pas si ça a rapport, mais tu sais, mettons, je vais me pogner avec ma blonde. Je peux te dire, quand je me pogne à elle, que c'est moi le méchant en ce moment, tu sais. Bon, tu as deux mécanismes là-dedans. Dans l'instant présent, tu as l'espèce de kick émotionnel qui fait que tu te défends sur quelque chose, mettons. Ouais, ouais. Bon, mais tu ne peux pas le toffer longtemps. À un moment donné, tu fais comme, ben là, quand ça se décante, tu fais comme, ouais, là, je suis OK. un peu dans le tard. Tu sais, si tu ne peux pas le prolonger trop longtemps, il y a une OK. limite à ce scénario-là. Mais quand tu te bâtis une vision du monde, dans ta vision du monde, il faut que tu joues le rôle des OK. bons. Fait que ça, c'est une question de survie. C'est pour ça que, par exemple, si avec des acteurs, si tu veux coacher un acteur qui va jouer un bon vilain dans un film, Mm. l'acteur ne peut pas jouer être un méchant. Il faut qu'il joue le bon dans sa tête. Puis un bon intense qui clash avec l'environnement. Et là, tu vas avoir un super villain. Puis en plus, le spectateur va l'aimer parce qu'il va le comprendre ce qu'il cherche. Mais le vilain, il se sent bon. C'est ça l'idée du truc. Mm. Puis ça, c'est vraiment intéressant, ça. C'est Mais ça, mon Dieu. absolument intéressant. C'est ça, ta tabarouette, ça? Je savais pas. Ben Je savais oui. pas pantoute. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand un humain souffre trop, puis il sent plus qu'il va être capable de s'en sortir, par survie, il faut qu'il retrouve un rôle de bon. Mm. Puis pour être le meilleur bon, il faut que tu sois, mettons, par exemple, les militants, c'est les meilleurs pour fabriquer ça. C'est-à-dire, non seulement ce sont les bons, mais c'est les porteurs du drapeau de leur camp de bons. C'est le roi des bons. Ouais. OK? Fait que là, écoute, tu viens de complètement te sortir de ta situation, puis tu es rendu le représentant des bons. Écoute, c'est une solution magique. C'est comme une pilule que tu sens plus rien, puis que là, tu as juste à focusser sur ta mission contre les méchants. Puis il faut que tu maintiennes le méchant, par exemple. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tu parles aux méchants. Parce que si tu as trop de dialogue, à un moment donné, tu comprends le point de vue de l'autre. Puis là, c'est comme, hey, je perds mon statut de bon. J'ai besoin de mon statut hiérarchique de bon. Et ça, c'est très grave parce qu'il faut se parler. Puis dire, c'est pas bon contre méchant, là. C'est faut démêler des choses, il faut se confronter, il faut être d'accord. C'est ça, là. Ben, c'est hot que tu dis ça parce que je t'ai vraiment coupé, excuse-moi. Non, c'est correct. C'est toi qui as le floor dans le podcast. Fait que c'est moi qui s'adapte à toi. Ben non, mais c'est ce que comme vous pouvez voir, j'ai de la misère avec ma concentration. Fait que, tu sais, si je dis quelque chose, si je le dis pas sur le moment, il ne reviendra plus jamais. C'est pas la concentration, ça, c'est ton enthousiasme, ça. Mon enthousiasme, mon Dieu, je suis une fille très enthousiaste alors. Oui, puis l'enthousiasme est relatif à l'impulsivité, ce qui fait que c'est tout à fait normal. Donc, je suis très impulsive aussi. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire ça, moi aussi, Vanessa. Oui, l'enthousiasme. Ben, toutes les personnes très, très extraverties puis qui scorent au max dans l'enthousiasme sont plus impulsifs. C'est comme ça. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai un côté de tête blond, un côté de tête rose. C'est peut-être. Non, ça sonne plus ouverture. C'est l'impulsivité? Ah, OK. Non. Mais je pense qu'on se ressemble beaucoup, Vanessa, dans nos traits de personnalité. Là. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun. Mais Alex, sérieux, là, quand je t'écoutais parler dans les anciens podcasts, j'étais comme, je suis Alexandre Bizoyon. Mais ironiquement, c'est très, très vrai. Vous avez beaucoup de points en commun au niveau des traits, mais c'est parce que aussi vous êtes dans l'humour, vous êtes capable d'être sur le stage, vous êtes créatif, vous écrivez, tu sais, je veux dire, votre personnalité vous mène, ça nous mène à des intérêts, ça nous mène à des types d'emplois. C'est normal, c'est tout à fait normal. Fait que c'est pour ça que, mettons, dans un cercle d'emploi, d'activité, il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup de traits communs. Ouais. Des ingénieurs, ça a des traits très, très communs, ingénieurs. Il n'y a pas beaucoup de poissons en ingénierie.
Ça a hors de ma zone d'expertise, mais je le Mon fais pas. expertise, ça, Guillaume. J'ai lu des magazines. Et En là, tant que... J'en ai lu des clins d'œil. ça, Non, je me tiens dans le Châtelaine, tu sais, je suis ailleurs. non, mais moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. On parlait d'impulsivité, de parler. Ben, c'est parce que là, c'est ça, tu as voulu dire quelque chose. Puis là, je fais non, c'est moi qui s'adapte à toi. C'était cette affaire-là. Mais Mais là, trop parlé, là, c'est parti. là, on a fait des jokes. Là, on l'a perdu. Ça va revenir. Ça va revenir. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais je sais que. Mon Dieu, pendant que je parle même, j'oublie des affaires. Ben là, c'est parce qu'on a trop de fun. Fait que c'est dur là, d'enligner une track quand on a beaucoup de fun. Hein. Ça fait partie de l'enthousiasme aussi. Ben, c'est ça. Mais OK, fait que dans le fond, il y a des gens qui vont être diagnostiqués comme qui ont de la misère à se concentrer, par difficulté de concentration quand c'est juste des gens enthousiastes. Bon, alors là tu m'amènes sur un beau sujet. Quand tu fais une évaluation neuropsy, mettons, là, puis j'en ai plein de personnes, beaucoup d'artistes qui vont dire je sais pas, j'ai de la misère. Là, j'en ai une chanteuse là, d'opéra là, qui m'est arrivée avec ça. J'ai de la misère à apprendre mes tunes, j'ai de la misère à me concentrer. Il me semble que je suis intelligente. Comment ça se fait? Bon, je vais faire une évaluation neuropsy. Puis, elle dit je suis sûr que j'ai un TDAH. Elle n'a pas de TDAH. Ah ouais. Mais comment on explique le fait qu'elle a de la misère des fois à se concentrer? Parce qu'elle vit, il y a toujours bien quelque chose. Ben, hey, tu as des petits, tu sais, la mémoire court terme, des fois, elle vacille un petit peu. Tu as un paquet de petites fonctions. C'est pas un TDAH, mais quand on regarde les traits de personnalité, son ouverture est dans le tapis. Fait que ça fait une pensée qui est divergente. Okay? Déjà là, quand tu as une pensée divergente, là, ton cerveau il réagit à toutes les idées possibles. Combine, par exemple, l'ouverture élevée avec l'extraversion élevée. Fait que tu as une pensée divergente avec beaucoup d'émotions positives puis beaucoup d'impulsivité. Ben, tu es une machine à tirer partout. Mais c'est-tu du TDAH? C'est pas du TDAH. C'est des traits. C'est pour ça que c'est important de voir clair dans la psychologie, parce qu'il y a plein de petits morceaux, puis c'est tellement facile à interpréter quelque chose du mauvais sens, puis de trouver des problèmes. Puis c'était pas ça, finalement. C'est d'autres variables. Puis ces variables-là, il faut juste les gérer, c'est des traits de personnalité. Mais les gens qui ont ces traits-là, est-ce que la médication peut faire quelque chose aussi pour eux, ou c'est mieux pas à cause que c'est leur personnalité? La personnalité ne va pas se moduler beaucoup avec la médicamentation, sauf le neuroticisme, qui sont les émotions négatives. Si tu as les émotions négatives dans le tapis, tu vas être beaucoup sujet à être en dépression ou en anxiété. Ça, c'est du neuroticisme. Ça, par exemple, ça va moduler ton impact de neuroticisme. Puis si ça diminue ça, ça va plus calmer tous les pics là, de déconcentration puis d'aller un petit peu. Ça va moduler un petit peu. Mais ce n'est pas la prise de médicamentation qui va faire en sorte que là, tu vas être spontanément moins impulsive ou tes traits vont changer. Le neuroticisme, c'est très relié à je dirais, la neurobiologie là, du retrait, de l'anxiété, de la défensivité, tout ça. Ouais, moi, je suis très là-dedans. Tu sais, mon émotion, mon go-to, c'est la colère. Ouais, c'est ça. Je suis très colérique là, comme personne. Mais je suis vraiment toujours soft, comme genre, j'ai vraiment un bon cœur, tu sais. Mais une petite affaire, ça me fait vraiment, là, je peux pas pogner nerf, je ne crie pas, je ne me bats pas, une chance pour les autres. C'est juste que je suis très dans la perte de patience, là. Je suis très impatiente, là. Ouais. Puis c'est facile de si je vois une injustice, à place de je deviens colérique. S'il y a quelque chose qui se passe pas comme je veux, je deviens fâchée. Je ne veux pas le faire subir aux gens, mais mon aura est tellement forte à ce moment-là que même si je ne parle pas, les gens sont comme « Oh shit ». Ça tente de savoir c'est quel trait qui fait ça? Je t'écoute. Dans le neuroticisme, les émotions négatives, tu as 2 sous-échelles. Une des sous-échelles, c'est le retrait, comment tu es gêné, self-conscious. Puis tu as une autre sous-échelle qui s'appelle la volatilité. La volatilité, ça prédit ton irritabilité, à quel point tu es prime, à quel point tu peux être dérangé par des petites choses, des petites injustices, à quel point tu peux être irritable et frustré s'il y a quelque chose qui te barre le chemin. Ça, c'est la volatilité. Puis je le sais, moi, je score super fort en volatilité. Ah ouais? Volatile.
Calique. Ah non, Ouais. puis encore plus en ce moment aussi, parce que des petites affaires, puis j'imagine qu'il y a un côté de control freak un peu, là, j'aime pas ce terme-là, mais avoir le contrôle, la Ouais, volatilité, ça... Oh, maman, Ouais. OK. Tu sais, imagine la volatilité élevée avec une grosse extraversion. Tout le monde va le savoir juste en te regardant en face. Mais c'est ça, mais je ne parle pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas verbaliser vraiment ce que je ressens, mais je me demande, est-ce que je suis plus comme ça parce que je ne pleure pas devant les gens? Est-ce qu'il y a un moment comme qui va me rendre triste, je vais le convertir en colère parce que je ne suis pas capable d'accepter de pleurer devant les gens? Parce que sinon, je pleurerais non-stop. S'il fallait que je me mette à pleurer, je pleurerais du matin au soir. Voir des gens qui sourient, ça me donne envie de pleurer. Voir un bébé, j'ai envie de pleurer. Un chat qui se lèche, j'ai envie de pleurer. Je veux dire, j'ai toujours envie de pleurer. Genre, de voir des gens qui sont contents, ça me donne envie de pleurer. Des gens tristes, peu importe, je pleurerais non-stop. Fait qu'on dirait que je garde tout ça, puis à un moment donné, comme quand il y a une petite affaire qui me dérange, ça sort, mais en colère. Puis là, quand je dis ça sort, ça ne sort pas vraiment parce que je ne suis pas quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, qui crie. Tu sais, quand je me pogne, je suis comme, là, tu vas baisser le ton. Là, on va se parler. Là. Je parle comme ça, c'est limite arrogant parce que je ne veux pas aller là-dedans. Tu sais, mon père allait là-dedans souvent quand j'étais jeune, fait que je ne veux pas aller là-dedans. Mais c'est ça. Mais en dedans de moi, je vous dis, les boys, ça me chauffe. Mais pleure! Ça me brûle. Ah, mon Dieu, c'est comme... Excuse-moi. Quand j'ai dit ça me chauffe, j'ai vu ton petit feu sur ton chandail. T'as voulu, c'était tout timé. C'est comme le petit livre tantôt. Moi, la directrice, elle m'a dit, lève ton chandail à ce moment-là. Ben c'est ça, ça me brûle, ça reste en dedans de moi, puis c'est même quand je suis fâchée, quand je suis fâchée, quand je suis triste, peu importe l'émotion, c'est comme, faut que ça sorte, mais quand ça sort, ben ça sort comme mon regard, des fois, ça veut tout dire, je suis transparente quand même, là, les gens le ressentent, puis je sais pas si, parce qu'on avait parlé l'autre fois de taux d'agréabilité. Je sais pas si Alex... Regarde, si tu permets, ça fait déjà 1h16. Ça passe extrêmement... est-ce qu'on peut prendre encore 15 minutes de ton temps? Mon Dieu, ben oui. OK. OK, par rapport à ça, j'aimerais quand même qu'on revienne sur quand même un moment spécial qu'on a vécu ensemble dans un resto. On a appris à se connaître, puis on a réalisé que, oh, mon Dieu, on peut se parler, puis tout ça, puis ça a été quand même... On a bandé, Guillaume, tu peux le dire. Je pensais que tu allais dire rave, Guillaume, quand tu as dit resto. Dans un restaurant, Dans un restaurant. Et j'avais trouvé la conversation extrêmement constructive, je dirais rare, parce que on parlait de poids, on parlait de toutes sortes de choses, puis c'est un terrain qui est glissant. Surtout pour un gars, il y a plein de choses que là c'est rendu qu'il y a des personnes qui peuvent plus s'exprimer sur des affaires, puis tout ça, puis j'avais trouvé ça extrêmement beau comme conversation, constructive, puis je t'avais trouvé extrêmement ouverte par rapport à ça. Peux-tu nous amener là? Peux-tu nous résumer sur qu'est-ce que c'est tough, hein, pour vous? On a fait ça. Ben, j'imagine que c'est tough pour vous, vraiment. Chapeau, les gars, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de discussions entre femmes grosses et hommes hétéros. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, parce que souvent, tout est relié au désir, j'imagine, puis c'est ça, à tout ça. Puis, mais je pense, parce que moi, je suis vraiment quand même curieuse, puis c'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais être psychologue avant de rentrer à Star Academy. Ça m'intéresse vraiment, les gens, mais je pense que je t'ai abordé parce que tu me disais que tu pouvais rapidement dire en regardant quelqu'un, comme révéler quelques traits de leur personnalité ou qu'est-ce qu'ils pensaient sur le moment un peu. Ben, tu ne le lis pas dans les cerveaux, mais quand même, dans les pensées, je veux dire. Mais puis là, tu m'avais dit que en me regardant, justement, que tu nous trouvais extraverti, tout ça, mais on a parlé de taux d'agréabilité parce que tu disais qu'être gros, c'est pas juste une suite de mauvais choix, je pense. Puis c'est pas on décide pas souvent d'être gros, puis que c'est dans le cerveau, tu sais. Il y a la chimie du cerveau est faite qu'il y a des gens qui sont gros, puis il y a des trucs pour le prouver. Et tu m'avais dit tu avais demandé même devant ma blonde, tu avais posé des questions sur mon quotidien. Dans le fond, est-ce que je suis quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça? Puis ma blonde était comme... Puis tu disais que c'était souvent relié à des personnes grosses, tu sais.
Oui, puis écoute, c'est un sujet qui est très délicat parce que c'est comme comment tu fais pour concilier l'empathie d'une personne, puis en même temps dire, ouais, mais tu sais, il y a des facteurs qui expliquent ça. Ça a l'air très, très, comment je pourrais dire ça, rationnel et froid. Ouais. Euh, Tu comprends? Puis c'est pas ça l'objectif. C'est comme, il y a deux choses qui doivent, selon moi, subsister quand on veut comprendre une personne, quand on veut comprendre le comportement d'une personne, c'est que l'empathie est importante. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre, mais c'est quoi les facteurs qui expliquent un comportement? Puis ça, on est plus dans de la science, mais les deux sont possibles. Mais dire, la science n'existe pas, ce n'est que de l'empathie, on ne va pas progresser, ni individuellement, ni comme société. Et puis si tu es juste dans la science, c'est comme, OK, mais c'est des humains. Des humains, il faut que ça Ouais. soit soutenu. Il faut que tu leur parles, il faut qu'ils se sentent aimés. Fait c'est un mix de communication et d'empathie. Puis c'est un mix de dire, ouais, mais ensemble, il faut aussi faire face à des choses si on veut réellement, pas juste mettre un plaster, mais réellement progresser ensemble là-dedans. Puis pour moi, la discussion on avait eue, c'était ça. On avait réussi à le faire. Tu sais. Oui, vraiment. C'est sûr que quand je suis partie, après ça, je me disais, mais la grossophobie existe quand même, dans le sens qu'il y a des gens qui subissent à tous les jours des pressions de la société, des railleries des gens, que la société est quand même pas faite pour tout le monde. Fait qu'il y a un genre d'élitisme, oui, corporel, mettons, si on peut dire, qu'il y a des gens qui sont privilégiés de par leur apparence. Ça, c'est sûr, mais je pense que c'est difficile, surtout pour les grosses personnes, en ces temps-ci, de vouloir rationaliser les faits parce qu'on a besoin de douceur, tu sais. Parce que si c'est pas notre violence, notre autoflagellation, c'est la violence des autres. Fait qu'en ce moment, je pense pas que c'est un discours qui est facile à avoir avec personne parce Ouais. qu'on a besoin, pour une fois, de 2-3 tapes dans le dos pour dire ça va bien aller, on va être là, tu sais. Fait qu'on n'a pas envie de dire, d'entendre du monde qui dit ouais, mais c'est parce que telle affaire, c'est pour ça que t'es grosse. Je m'en calisse, moi, je veux que quelqu'un m'aime. Ouais. Je veux qu'on soit plus que tolérant, je veux qu'on m'accepte, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. je veux pas savoir, toi, en tant que neuropsychologue, qu'est-ce que tu penses de la grosseur. Je le vis, tu ne le vis pas. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est Ouais. difficile, surtout pour un homme qui parle à une femme, tu sais. C'est difficile pour toi d'avoir ce discours-là, mais moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai toujours été là, comme ça. J'ai besoin d'entendre les opinions des autres. Ben, pas juste des opinions, c'est pas des opinions que tu as, c'est des faits que tu relates, là, tu sais. J'ai besoin d'entendre ça. Je me sens puis j'aime ça, considérer plusieurs choses. J'aime ça, pouvoir moi-même démêler des affaires. J'aime ça, mettre de la lumière sur des choses des questions que je ne m'étais même pas posées, en fait. Mais tu sais, tu m'en parlais, puis des questions, là, j'avais tout le temps des questions parce que puis ça m'a pas fait de mal, tu sais. Je me suis pas sentie comme pas écoutée, je me suis pas sentie comme si tu t'en foutais de ma situation. Au contraire, je pensais que je pense même que tu as désamorcé ça, puis que dans ma tête, ça m'a enlevé une certaine culpabilité que j'avais d'avoir le poids que j'ai, tu sais. Je me suis pas dit ah ben ça y est, c'est de ma faute parce que je mange mal, nanana. Je me suis dit, crème, il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. J'ai peut-être pas le contrôle sur l'entièreté de ma situation, tu sais. Puis je me suis sentie quand même bien. Je sais pas si c'est tout le monde qui réagirait comme ça après ton discours par rapport à ça, mais moi, je me suis bien sentie, tu sais. Puis je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être abordé, mais tu sais, Alex n'a pas été au courant de ça, mais moi, j'aurais aimé ça, vite fait, que tu parles du taux de réhabilité, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, mais je ne peux pas le décrire vraiment non plus, tu sais. Oui, bien, en fait, il faut comprendre que des humains, il faut que ça survive d'une façon ou d'une autre. Donc, comment un humain survit? Bien, c'est qu'il faut qu'il calcule ses meilleures chances de faire partie du groupe, donc d'éviter l'exclusion. Il y a plein de stratégies pour le faire. Si une personne dit moi, je n'ai pas confiance en ma capacité de contribuer à un objectif, dans mes habiletés, mais ça me prend d'autres choses. Donc, entre autres, une personne peut se réfugier dans un trait qui s'appelle l'agréabilité pour dire tu vas voir à quel point le monde va m'aimer. Et donc, même si je n'ai pas confiance en moi dans d'autres choses, si je ne me sens pas efficace dans d'autres choses, je vais tellement être fine et aider les autres, puis être une bonne personne pour les autres que ça va être mon arme pour rester inclus. Mais ça, c'est inconscient. C'est pas conscient. Ouais, non, C'est ça. c'est pas conscient, c'est automatique. Là. Ouais, ouais.
Fait que l'agréabilité, qui est l'agréabilité extrême, fait en sorte que tu te délaisses complètement et tu ne fais que t'adapter aux autres. Donc, tu es en mode adaptation sans arrêt. Fait que là, le problème, c'est que la surutilisation de l'agréabilité devient une béquille tellement énorme que tu te délaisses sans arrêt. Et là, le cercle vicieux de toute façon, je ne vaux rien, je m'haïs, je ne suis pas capable de m'occuper de moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne. Et c'est comme les autres deviennent ta béquille de survie. C'est-à-dire, moi, je ne peux plus survivre toute seule. Je dois maximiser mon habileté à être en contact avec les autres. Puis une des choses qui peuvent être développées, c'est l'humour. L'humour c'est l'arme numéro 1 pour rester dans un groupe. C'est comme le rire, là, c'est de la vraie drogue. Tout le monde aime ça. Fait que si t'es bon, parce que pour avoir de l'humour, ça prend quand même un quotient intellectuel élevé. Là. Tu peux pas être en bas de 100 et être extrêmement drôle. Parce qu'une blague, c'est de l'abstraction, c'est du timing, c'est de l'empathie en même temps. Puis de l'empathie, c'est en lien avec l'agréabilité et le QI. Parce que ça prend ça pour faire ton calcul de ta blague. C'est beaucoup, beaucoup d'opérations. Fait une personne qui a un QI élevé, puis une agréabilité élevée qui s'en sert comme béquille, ben, elle va pouvoir utiliser l'humour avec une grande efficacité. Mais donc, c'est une belle habileté, mais ça devient aussi une façon d'éviter la peur d'être rejeté ou d'être seul. Donc, si tu crées de la dépendance envers l'environnement, puis les schémas de dépendance se spread à d'autres formes de dépendance, que ce soit d'alcool, que ce soit les autres, que ce soit émotionnel, que ce soit de la nourriture ou autre forme de renforcement, la distraction. Donc, tu crées de la dépendance parce que ton feedback est externe. Si tu fais rire, toi, tu ne peux pas rire tout seul. C'est je fais la joke la meilleure possible, le renforcement, il est là. Donc, tu deviens des spécialistes de créer un renforcement qui est à l'extérieur de toi. C'est le fun, mais comme ce n'est pas intrinsèque, tu n'es jamais propriétaire du renforcement. C'est pour ça que ça crée de la dépendance, puis ça crée de l'insécurité, et ça crée beaucoup d'anxiété. Donc, il y a beaucoup d'humoristes, entre autres, qui sont anxieux parce qu'ils ne sont jamais propriétaires du renforcement principal qu'ils ont développé. Ça joue un rôle, dans le portrait d'une personne. Wow! C'est intéressant. Fait que moi, Alex, d'après moi, on a un taux d'agréabilité assez élevé. Ça, je pense. J'en déduis ça. Ça, j'ai déduit la même affaire, Vanessa. Là, c'est clair, je pense. Et Guillaume, comment est-ce qu'un humoriste pourrait être moins anxieux, dans le sens comme avoir plus d'emprise, comme comment tu fais pour tu rends ça moins externe? Bien, en général, toutes les renforcements, si la plupart de ton énergie provient de renforcements externes, on appelle ça des motivations extrinsèques. Et donc, ça favorise toutes les formes de dépendance. Fait que si, mettons, tu as déjà une sensibilité au renforcement de dopamine, comme il y a des récepteurs là, dans le cerveau qui sont responsables des renforcements de dopamine, comme par exemple la nourriture. Si tu as déjà cette vulnérabilité-là à la base dans les récepteurs de dopamine, puis qu'en plus, ton système fait en sorte que tu es habitué à avoir ton renforcement externe, tu es carabiné que c'est ça, ton cerveau, il va aller gripper des sources de renforcement externe, dont la nourriture, dont la distraction, dont l'alcool, dont plein d'affaires. Mais plus tu maximises les renforcements externes, plus ton anxiété va augmenter parce que ça augmente ta dépendance. Puis la dépendance est associée à l'anxiété. OK, parce que je vais faire un wrap-up là-dessus parce que je suis encore en plein là-dedans. Hier, OK, moi, depuis 3 semaines, là, je suis dépressif, là, on va se le dire, puis je suis dans un beau lot, puis je dors pas, puis là, après ça, tu fais comme Colin, je vais-tu voir le bout à un moment donné? Ouais. Hier, j'avais un show en Zoom dans mon salon, et j'ai dit à ma psy, je l'ai vu juste avant, j'ai dit, j'ai peur, je vais être capable, puis j'ai fait... Après ça, je l'ai confronté, puis j'ai été capable, puis j'ai donné un show, mais ça faisait depuis le mois de décembre, j'étais dans l'anxiété. Mais tabarouette, le feeling on the spot, je ne pensais plus à mon dos. La dopamine que j'ai reçue de ce show-là, j'ai eu une de mes plus belles journées. J'ai été au gym, ça a été... Mais est-ce que ça, aujourd'hui, fait en sorte que je vais retomber plus creux dans mon anxiété? Parce que c'est externe? Ça dépend, parce que dans ton show, tu as 2 composants. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que moi, je capote là-dessus. Parce que, écoute, j'écris mes bonnes journées où j'ai eu des gros pics. J'ai été voir mes amis, j'ai été marcher 2 heures, le Mont-Royal. Mais le after, je retombe plus creux, on dirait. Bon, fait que c'est faire un show, avoir de l'attention. OK, l'attention positive est un renforcement externe extrêmement puissant. C'est le fun parce que des gens, surtout les gens en show business,
pourquoi ils sont en show business, sont capables de capter l'attention. Pour plein de raisons, à cause de ce qu'ils font, leur talent, leur beauté, leur façon de bouger, entertain. Il y a plein de skills possibles dans le show business. C'est le fun sur le moment, mais ça rend très dépendant. Donc, mettons, pour n'importe qui, mais attends là, ne te condamne pas, Alexandre. OK, mais non, je m'en allais me coucher. Ça donne un boost. Ça donne un boost, mais c'est important de ne pas te fier uniquement sur ça pour aller bien. C'est pourquoi tes autres activités, parce que là, tu les as décrites, c'est je vais m'entraîner, je vais aller prendre des marches, je fais des choses qui sont bonnes pour moi, puis ça, tu as le contrôle de ça à 100%, et ça, c'est plus intrinsèque. Fait que c'est important pour les gens qui sont capables d'attirer l'attention ou qui ont une tendance plus à la dépendance de facteurs externes, de développer les habiletés de facteurs internes. Puis ça fait en sorte que là, tu as un peu le meilleur des deux mondes. Fait que ça prend un peu des deux, mais il faut que tu le saches. Puis là, tu vas me dire, OK, mais là, moi, ça ne me tente pas de faire des affaires tout seul, c'est plate. Ça, c'est le défi. Parce que s'ils ne sont pas connus, ces choses-là, ton cerveau ne peut pas aller faire d'autres types de renforcements. Tu ne les connais même pas. Fait que qu'est-ce que tu fais? Le cerveau, il fait hey, écoute, regarde, j'ai pas le temps, j'ai besoin d'énergie, je suis déjà anxieux. Fait que let's go. Fait qu'on va prendre n'importe quel renforcement externe. Je vais aller écouter Netflix, je vais prendre un verre de vin, je vais aller bouffer de quoi, je vais m'entertainer, je vais avoir du sexe, je vais faire rire quelqu'un. Tu comprends? Ouais. Fait que ça. Avant. Ben, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai tellement de misère. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est entre guillemets normal. C'est des systèmes qui fonctionnent comme ça. Puis quand tu as plus des vulnérabilités, par exemple, les personnes qui font plus d'obésité, puis on en parlait là, dans notre discussion, là, Vanessa, les personnes qui font de l'obésité ont des sensibilités au système de renforcement et sont plus sensibles à la nouveauté. C'est-à-dire qu'eux, ils ont plus besoin de nouveautés dans les stimuli qu'une personne qui est non obèse. Fait que la nouveauté, c'est de l'entertainment. Donc, évidemment, ça va influencer l'attention. Ça va influencer à quel point tu as besoin de nouveaux stimuli en général dans ta vie, que ce soit des stimuli visuels, sensoriels, n'importe quelle forme de stimulation. Donc, les personnes qui font plus d'obésité, ben, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de stimulation. Beaucoup, de toutes sortes. La nourriture, c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Oui, parce que moi, la nourriture, vraiment pas. C'est donc, vraiment pas. Fait que c'est ça, c'est pas vrai que c'est juste un truc de nourriture, c'est pas vrai ça. Non. C'est un système de renforcement, puis oui, la nourriture, c'est très puissant, puis c'est sûr, quand tu as besoin de beaucoup de renforcement de nourriture, c'est sûr que tu vas prendre du poids à quelque part, mais c'est pas un système uniquement de nourriture, c'est un système de stimuli, c'est un système de dopamine en général. Donc, chaque personne est un petit peu unique dans ses systèmes, puis là, quand tu combines ça avec les traits de personnalité, imagine. En plus, tu mets ton extraversion qui te rend plus impulsif. En plus, tu mets ton neuroticisme qui est plus élevé. Puis les personnes qui vont plus dans bon point ont plus de neuroticisme élevé. Donc, ils ont plus d'émotions négatives. Fait que c'est plus tough. Fait que quand tu comprends le portrait de tout ça, ça éclaire des choses. Et non seulement ça éclaire des choses, ça dit OK, mais ça donne des pistes de solutions sur quelle variable travailler qui va affecter et améliorer tout le système au complet, qui va, entre autres, diminuer l'anxiété, etc., etc. Mais tu sais, tu as vu, je ne sais pas si c'est un lien, mais j'étais partie presque 2 mois en France, décembre jusqu'à la fin janvier. Puis j'étais dans une chambre d'hôtel quasiment 24 heures sur 24 parce que je ne voulais pas pogner la COVID parce que je voulais pouvoir revenir chez nous. Ouais. Puis, tu sais, ici, je suis vraiment stressée parce que, tu sais, en tout cas, je prends soin de mon père pas mal, ma famille, blablabla, ça me stresse énormément. Tout ce qui est contenu, en tout cas, bref, je suis quelqu'un qui est très, très, très nerveux. Là. Puis en France, je pouvais rien faire parce que je ne devais pas rester aussi longtemps. Fait que j'avais pas mon micro, pas mon rien, j'avais rien pour faire des projets. Je ne pouvais pas m'occuper de ma famille. Et le gym était fermé, fait que je ne pouvais même pas m'entraîner. Et tabarnache, j'ai perdu du poids parce que j'étais plus nerveuse. J'étais plus dans le tourbillon de plein d'affaires. Je ne focusais pas sur mon poids non plus. J'étais dans la chambre d'hôtel. Puis je mangeais mes 3 repas par jour comme je mange ici. Comme je ne mangeais pas particulièrement bien. Je ne faisais pas de sport. Chose qu'ici, il faut que je fasse à tous les matins, mon sport, parce que moi, ça m'aide énormément dans mon anxiété, faire du sport. C'est pas pour perdre du poids. C'est vraiment, de toute façon, j'en parle pas vraiment. Là. Mais là-bas, d'être loin de tous ces stimuli-là qui sont trop intenses pour moi maintenant, je suis tellement nerveuse qu'un petit stress, là, ça provoque là, quelque chose de trop fort chez moi. Mais là-bas, c'est ça. Puis que j'ai remarqué que
quand je suis revenue, j'étais comme crime, je suis plus loose dans mes pantalons. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que j'imagine que ça, c'est aussi physique. Imagine le taux de cortisol descend. Fait que tu perds du Oui, poids, j'imagine. Là, mais... c'est que là, l'environnement fait en sorte de dire, bon, t'en as plus de renforcement, on t'écoupe à 80%, tu peux plus rien faire. Fait que là, au début, tu vas instinctivement, d'habitude, tu as un pic d'anxiété, parce que le cerveau, il est comme, hey, là, j'ai plus mes béquilles, je vais mourir. Jusqu'à temps que là, on n'évite pas, parce que tu peux plus t'entertainer. Puis là, le cerveau, il fait comme, ah, ben, coudonc, ça a bien l'air que c'est ça. Désactivation de l'anxiété ainsi que tous les systèmes autour. Puis là, évidemment, ça crée l'effet que tu décris autant psychologique au niveau de l'anxiété qu'au niveau du corps. Donc c'est ça, c'est que tu n'as pas utilisé d'évitement. En fait, tu as diminué le 3/4 des évitements parce que le contexte te permet de... ouais. J'avais plus aucun symptôme physique du stress, là. Rien pantoute. J'étais bien. Puis tu sais, tellement que quand je suis revenue, je me suis dit, il faut que je reparte. Parce que quand je suis revenue, mon stress est revenu, mais plus fort, je ne sais pas pourquoi, ce mouvement-là, mais ça veut dire plus fort que jamais. Puis, je sais pas pourquoi. Je voulais faire le même mot. Vanessa, on est la même personne. Il est revenu plus fort que jamais. Puis, vraiment, j'ai de la misère à retomber. Ça fait 3 semaines que je suis revenue. Puis, j'ai comme de la misère à gérer ce stress-là que j'ai depuis 30 ans. C'est le même stress que j'ai, mais là, il est plus fort parce que j'ai vu c'était quoi ne pas en avoir. Puis, j'avais pas vécu ça avant. Ben, ça, là, l'expérience est absolument extraordinaire. Ouais. Parce que ce que ça montre, c'est si tu donnes la chance à ton cerveau de se réadapter à des renforcements qui sont plus balancés, moins dans la distraction, etc., les renforcements externes, ton anxiété se régule. Donc, ça veut dire qu'il y a cette habileté-là d'être bien. Mais c'est ça le calcul. C'est en fait une forme de sevrage. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui prend de l'héroïne puis tu dis, ce serait le fun que tu t'en passes de l'héroïne, là, prends-en un peu moins. Hey, gars, oublie ça, là. C'est pas comme ça que ça marche un sevrage. Il faut que tu rentres carré dedans, puis là, après ça, tu as ton effet. Mais après ça, repars pas sur l'héroïne, parce que là, ton cerveau va dire, plus jamais tu me refais ça, là. Plus jamais tu vas m'en passer. Fait que ben, c'est ça. Là, je suis là-dedans. Je suis dans la grosse shot d'héroïne. Mais là, les boys, je ne vais pas couper tout ça, mais je veux savoir, est-ce qu'on a un 5 minutes pour parler de cul? On peut parler de cul, mais moi, j'ai l'impression qu'il va falloir te réinviter aussi. Ben, moi, je ne sais pas, là, mais c'est un gros sujet, la sexualité, qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ça. Peut-être qu'on pourrait se prévoir un part 2 prochainement, parce qu'on se concentrerait peut-être sur la sexualité. En fait, j'avais plusieurs sous-questions là, en fait, qu'on voulait parler avec toi. C'est comme, comment tu as développé ta sexualité, comment tu as développé ton intimité, comment c'était ton rapport intime avec les hommes, comment ça s'est passé, comment c'est arrivé le fait d'être intéressé par des filles, comment tu expliques ça. Écoute, ça, là, c'est énorme comme sujet, puis j'adore ça. Ça me ferait de la peine de le gaspiller roche en 5-10 minutes. OK. On se le garde, OK, Vanessa? On se le garde. Oui, on se le garde. Fait que déjà là, les gens qui vont écouter, là, on se donne déjà un rendez-vous. On va parler de sexe, puis de toutes sortes de choses, d'homosexualité, d'attirance, machin, puis j'ai bien hâte. Hey, je m'excuse, je vous ai coupé. Non, en fait, tu avais raison, parce qu'il fallait... Vanessa, merci infiniment pour ton temps. Puis Colin, que je me suis vu dans ce que tu as dit. Puis on dirait que j'avais besoin qu'on parle de tout ça aussi aujourd'hui. Puis ça fait du bien. Bref, merci. J'ai comme le souffle plus léger. Je te souhaite le meilleur, Vanessa. Je te souhaite des antidépresseurs, ça coche. Je ne sais pas si. Moi, il est à pharmacie, là, mais moi aussi, je suis dans la peur de tout ça. Là, fait que. Ben, dis-toi que tu peux pas être pire, tu sais. C'est ça. Non, puis ma petite pilule là, qui calme, là, j'ai fait oh my God, c'est tout ça que les gens normaux vivent. C'est ça la vraie vie, Alex. Oh my God. En tout cas, Vanessa, merci. On peut te retrouver sur Instagram. C'est quoi ton Instagram? Très Duchel. Très Duchel, parfait. Bon, parfait. Oh mon Dieu, on l'a. Hey, hot, Valérie. Et sinon, ton livre franchement grosse qu'on peut retrouver dans tous les bons librairies. Juste les bonnes librairies. Oui, parce que les mauvaises, c'est comme des vieux livres français weird. Tu sais, les livres qui puent. Ouais. Des pages jaunes, on dirait que quelqu'un a pissé sur le livre. Bref, j'ai l'image. Hey, je pensais à de la pisse, Alex! On a la même personne. Guillaume, merci infiniment pour ton expertise et ta personne. Merci de nous calmer dans ces moments un peu plus tourbillonniques. Je viens d'inventer un mot. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume?
www.communicationpsychom.com pour tout ce qui est formation, conférence. Il y a un gros programme qui s'appelle Précog qui dure 1 an sur tous les aspects psychologiques pour se développer et aider les autres à se développer. Ah ouais. Donc, stay tuned. C'est une grosse chose, Précog. C'est très excitant. Là. C'est la plus grosse formation que je donne. Très hot, bravo. Sinon, sur tes réseaux sociaux également, sous le même Absolument. nom, ça aurait été weird que ce soit genre Jérôme Tremblay. Ouais. C'est ça, on n'est pas allé dans cette direction-là. Toi, Alexandre, on te retrouve où? Alexandro Biz, Alexandro barre en dessous, Biz. On me souviens même plus de mon Instagram. Ouais, c'est ça, Alexandro Biz avec 2 Z. Je voulais que le monde ne me retrouve pas. Sinon, Facebook, Alexandre Bisaillon. Puis j'ai TikTok aussi, un personnage bien le fun qui s'appelle Luc 55 ans. Il fait de la construction. Ah ouais. TikTok, c'est BizBiz. Fait que voilà. Cool. Donc, pour le mot de la fin, Valérie, come on down. Et voilà. Salut. Hey, merci à vous trois pour la belle conversation que vous avez eue. C'était super intéressant. Vous m'avez fait rire. J'ai même appris des trucs. J'ai pris des notes. Ouais. C'est du sérieux. Ouais, c'est du sérieux. Sinon, merci d'avoir été à l'écoute. On vous invite à aller voir notre Patreon. Vous pouvez recevoir les épisodes avant vos amis. On les a en audio et en vidéo. Puis il y a un épisode qui sort un mercredi sur 2. Sinon, on travaille encore sur la programmation. Fait que n'hésitez pas à nous écrire en commentaire quel invité vous aimeriez qu'on reçoive pour les prochains épisodes. Soit en commentaire ou bien vous pouvez slider dans nos DMs. On est présent sur toutes les plateformes sous le nom de Répète pas ça. Alors voilà. Merci beaucoup, Valérie. Bravo, la gang. Encore une fois, merci infiniment. Merci à vous. C'était un autre épisode de Répète pas ça. Ciao! Au revoir.